De retour à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue pour un autre épisode au podcast. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 87, on parle d'épuisement professionnel, on parle de burn-out. Pour l'occasion, j'ai reçu le psychologue Nicolas Chevrier qui avait également, lors de son doctorat, étudié le burn-out comme étant un sujet d'intérêt lors de sa thèse. Donc, Nicolas qui est principalement clinicien, qui est venu aujourd'hui nous partager des connaissances pour essayer de mieux comprendre ce phénomène-là. Qu'est-ce que c'est le burn-out, l'épuisement professionnel? C'est quoi les causes? C'est quoi les facteurs de risque? Qu'est-ce qui va mener quelqu'un vers un burn-out? On parle également de traitement du burn-out, on parle de prévention et on fait vraiment un tour d'horizon pour mieux comprendre ce sujet qui est assurément d'actualité, qui touche une large partie de la population. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette conversation sur le burn-out avec le psychologue Nicolas Chevrier. Bon, alors, on est parti ce matin avec Nicolas Chevrier. Merci d'avoir accepté l'invitation et de te déplacer pour venir ce matin parler au podcast. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, ça va bien? Ça va très bien, en forme d'un très bon week-end. Puis j'aime ça partir la semaine le lundi avec un enregistrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, assurément passionnant, qui est très large, qui touche plusieurs personnes. On va parler de burn-out, l'épuisement professionnel. Toi, tu es psychologue, c'est la raison pour laquelle je t'ai reçu. Puis tu t'es intéressé à ça aussi, je sais, dans ta thèse de doctorat. Fait qu'au lieu de te présenter, je vais te laisser te présenter toi-même, puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, peut-être résumer aux gens, aux auditeurs, un petit résumé de tes activités professionnelles, puis de ton background au niveau des études aussi. Oui, donc j'ai tout a débuté avec ma maîtrise. J'ai fait une maîtrise donc en psychothérapie, donc maîtrise en psychologie clinique, donc où il y avait une partie psychothérapie. Je me suis spécialisé en gestion du stress, gestion de l'anxiété, le traitement également des problématiques de l'humeur, puis finalement des problématiques en lien avec la personnalité. Et puis à cette époque-là, donc on était au tournant des années 2000. En clinique, on parlait beaucoup d'épuisement professionnel, de burn-out. On ne savait pas trop c'était quoi. On avait de la difficulté à le placer à un endroit qui faisait un peu de sens là, pour nous. Là. Donc, on était du côté clinique, on pensait que c'était une question qui était en lien avec la pratique organisationnelle, donc les psychologues organisationnels. Du côté des psychologues organisationnels, eux se disaient c'est plus la psychologie clinique qui s'occupe de ça. Ouais. Fait qu'en gros, personne ne s'occupait de ça. T'sais, ça ressemblait un peu à ça. Là. L'enfant délaissé, finalement, l'enfant délaissé, en psychologie. C'était un peu la gang de la psychologie sociale, finalement, qui se ramassait avec ça, puis se ramassait avec les problèmes. Donc, quand on regardait la littérature, c'était beaucoup des psychologues sociaux, là, Christina Maslach, Michael Leiter, toute cette gang-là qui avait un peu développé ces aspects-là. Mais au niveau du traitement, au niveau de l'étude en tant que telle, on était un peu mal pris. Donc, moi, je commence ma maîtrise, psychologie clinique, puis ensuite, je me questionne sur le doctorat, qu'est-ce que je fais pour le doctorat? Puis là, je tombe sur ces questions-là. Fait que je me dis, je vais poursuivre à ce moment-là mon doctorat, puis je vais le faire dans la section organisationnelle, donc psychologie organisationnelle, où là, je vais voir c'est quoi les différents aspects en lien avec l'épuisement professionnel. On va étudier l'épuisement professionnel, puis mon intérêt, c'était quels sont les facteurs dans les organisations, donc dans les entreprises, qui vont amener un développement d'épuisement professionnel chez les individus ou chez les employés de façon générale. Donc, ensuite, j'ai fait mon doctorat en psychologie organisationnelle, dont la thématique était justement sur les facteurs organisationnels qui mènent au développement de l'épuisement professionnel. Ensuite, une fois que tout ça a été terminé, j'ai ouvert une clinique, donc dans le Vieux-Montréal, service psychologique Sequoia. Dans cette clinique-là, ce qu'on fait, puis ce qu'on fait toujours aujourd'hui, on a une pratique un petit peu hybride. Donc, une partie de l'équipe qui va faire de la psychologie clinique, un peu plus classique, qui va rencontrer des gens en face à face, puis une autre partie de l'équipe qui va faire de la psychologie qui est vraiment centrée sur la santé psychologique au travail. Donc, oui, le burn-out, oui, l'épuisement professionnel, mais avec ça, comme on va en jaser ce matin, vient de la gestion du stress, vient le type d'organisation, vient certaines pratiques organisationnelles qui vont avoir un impact sur les employés. Donc, toutes ces questions-là
sont discutés chez nous, ce qui fait que moi, dans une semaine, je vais m'asseoir avec certains individus puis faire de la psychothérapie avec des individus qui souffrent d'épuisement professionnel. Mais entre ça, je vais aussi m'asseoir avec des dirigeants, faire des visites dans les organisations pour faire des interventions spécifiques sur l'organisation pour aider les gens justement à avoir un environnement où il y a des facteurs qui sont un peu plus contrôlés au niveau de l'épuisement. Donc, les différents facteurs, on va intervenir sur les différents facteurs pour avoir des milieux qui sont plus sains. Ouais. Est-ce que je me trompe ou ça semble logique d'emblée d'avoir une approche comme ça où on a une approche autant centrée sur l'individu pour lui donner des outils pour ses problèmes qui peuvent être différents des autres, mais où on s'attaque aussi à l'enjeu organisationnel, où on regarde dans la structure qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui peut être optimisé. Ça semble nécessairement aller main dans la main, cet aspect-là. Oui, ça semble aller main dans la main, mais dans les faits, il y a toujours eu une séparation entre les deux. Il y a le département des ressources humaines dans les organisations qui disent, nous autres, on gère notre structure organisationnelle, on gère les différentes interventions qu'on va faire. Puis, de l'autre côté, il y a chaque individu où on se dit, chaque individu aura ses vulnérabilités, ses façons de fonctionner, ses façons d'interagir avec le travail. Donc, lui, c'est un petit peu son affaire. Puis, malheureusement, un petit peu comme en psychologie, mes études en psychologie sont une bonne image de ça. Tu avais d'un côté des psychologues cliniciens qui disaient, nous autres, on s'occupe juste de l'individu, mais on peut rien faire avec l'organisation. Puis de l'autre côté, tu avais des psychologues organisationnels qui disaient, nous autres, notre business, c'est l'organisation, puis les individus, s'organisent eux-mêmes. Fait que malheureusement, on est souvent pris avec ce clivage-là. Puis je pense que ces dernières années, à tout le moins depuis le COVID, il y a eu vraiment une amélioration sur la perception, sur le travail qui se fait dans les organisations. Puis c'est beaucoup ce point-là là, où les organisations commençaient à se dire, on a beau penser puis croire que c'est l'affaire des employés, mais on se rend compte que les employés aillent bien, c'est bon pour nous et c'est bon aussi pour les employés, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Donc, exactement, tout le monde est gagnant. Donc, mettons en place des pratiques qui vont faire qu'on est tous bien puis qu'on va tous vers le même objectif parce qu'il n'y a pas un employé qui veut rester chez eux en épuisement, brûlé, en détresse psychologique. Personne ne veut ça. Non, c'est ça. Les organisations, par définition, s'ils ont employé quelqu'un, c'est parce qu'ils ont besoin de son cerveau, ils ont besoin de cette personne-là pour venir travailler aussi puis atteindre leurs objectifs. Ça me fait penser à un parallèle. Moi, dans ma job, je m'intéresse beaucoup, de plus en plus, on s'intéresse en tant que profession, mais de plus en plus, moi, à l'ensemble des facteurs autres que la blessure physique qui impacte la réadaptation d'une personne. Comme physio, on s'est fait entraîner ou on s'est fait former pour traiter l'individu qui est blessé, au lieu de penser à l'ensemble de ces facteurs qui peuvent influencer ça. Puis, dans les blessures au travail, c'est un énorme problème. La partie insatisfaction en lien avec le travail, c'est la plus grande barrière d'un retour au travail pour les gens qui ont des lésions musculo-squelettiques physiques. Et les physios, des fois, on se sent un peu entre l'arbre et l'écosse, c'est-à-dire la partie physique, je suis capable de la gérer, mais tu le sais d'emblée que cette personne-là a pas nécessairement des gains secondaires, mais dans le sens que l'environnement de travail organisationnel est hostile. Ça favorise pas la volonté d'y retourner. Puis, c'est comme si les deux parties ne se parlent pas puis qu'on se lance la balle chacun à savoir c'est la responsabilité à qui. Exact. Fait que ça, c'est un parallèle très intéressant que je vois. Exactement. Puis j'imagine que s'il y a déjà un professionnel, comme par exemple un physio dans le dossier, à ce moment, la personne va se dire, on va commencer à continuer à pousser sur cette blessure-là plutôt que d'aller vers le chemin qui serait rationnel après ça, qui est de dire, transférons vers le psychologue qui va, lui, de son côté, dire, peut-être que l'arrêt de travail, ça fait beaucoup de sens, mais pour des raisons autres que la raison physique, là, pour une raison psychologique. Oui, tout à fait. Lançons-nous d'abord pour définir un peu de quoi on parle. On entend différents termes de façon interchangeable. Épuisement professionnel, burn-out. Burn-out, c'est peut-être le terme un peu plus familier qui va être utilisé. D'emblée, qu'est-ce que c'est? Tu disais que ça a pris un bout avant que la littérature essaie de définir ça, rentrer ça dans un cadre conceptuel. Les gens sont familiers avec le DSM, qui est comme la Bible des diagnostics en maladie mentale. Est-ce que ça rentre là-dedans? Est-ce que ça rentre pas là-dedans? Fait que peut-être commençons par définir qu'est-ce que c'est ou de quoi on parle exactement. On en parle. Dans la littérature, on trouve des définitions du burn-out, des manifestations, des constats, des discussions depuis à peu près la nuit des temps. Là, quand on regarde des auteurs, on est capable de trouver des éléments qui sont en lien avec les Grecs,
il y a beaucoup de choses qui reviennent depuis longtemps. Le terme burn-out vient d'un livre de Graham Greene des années 60 qui s'appelait A Burned Out Case, qui était le cas de quelqu'un qui essentiellement vivait un épuisement professionnel. Ouais. Le thème a été gardé par les chercheurs des années 70 qui se sont intéressés à ça d'une façon un peu plus serrée. Ça, c'est Christina Maslach et Michael Leiter, cette équipe-là, dans les années 70, des psychologues sociaux qui ont constaté ce phénomène-là, se sont arrêtés à ça, puis l'ont défini et surtout ont créé la première mesure, donc qui est un test là, pour mesurer le niveau d'épuisement professionnel. Cette première mesure-là est extrêmement importante. Elle nous a permis de mesurer le construit, donc mesurer l'épuisement. Je viens de dire épuisement. Épuisement, burn-out, donc c'est assez simple. Burn-out en France, épuisement professionnel au Québec. OK. C'est la même affaire. Parfait. Fait que si on l'utilise de façon interchangeable, on parle de la même affaire. On parle de la même chose. C'est juste que dans la littérature, quand on lit d'un côté, si ça a été traduit en France, on va utiliser burn-out. Au Québec, on est plus épuisement professionnel pour toutes sortes de raisons. Puis en anglais, dans la littérature, ils vont vraiment parler de burn-out. Absolument. Absolument. Donc, fait que moi-même, je vais échanger des termes. Ouais. Donc, eux, de leur côté, dans les années 70, ils ont bien défini ce que c'était, ce à quoi ils faisaient référence. Donc, de façon générale, quand on parle d'un syndrome de détresse psychologique intense. Puis je mets vraiment l'accent sur détresse psychologique intense. Ça implique qu'il n'y a personne qui aime ça, puis il n'y a personne qui a envie, puis il n'y a personne qui trouve ça le fun d'être chez eux le mercredi matin à 10 heures en épuisement professionnel, contrairement à certaines croyances que les gens peuvent avoir. Donc, détresse psychologique intense qui est liée au travail. Ça, c'est le deuxième aspect qui est très, très important. Quand on parle de burn-out, d'épuisement professionnel, c'est nécessairement lié au travail. Et puis, il y a 3 grandes manifestations qu'on va voir qui vont nous dire c'est un épuisement professionnel. Parce qu'on peut parler d'autres symptômes ensuite qui sont présents, mais ces symptômes-là peuvent être également présents dans d'autres problématiques. On parle de la différence avec la dépression. Ouais. L'irritabilité va être présente dans le burn-out. Ça peut être aussi présent dans la dépression. Il y a des symptômes qui sont interchangeables ou qui sont overlap. Exact. Alors, exactement. En santé mentale, ça va souvent être le cas. Donc, l'anxiété, par exemple, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de problématiques. Donc, on a 3 manifestations qui sont très clairement définies. Donc, la première, c'est l'épuisement émotionnel. Donc, épuisement émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tellement vécu d'émotions dans les derniers mois ou les dernières années que j'ai l'impression de ne plus être capable de vivre des émotions, soit d'un côté, donc je me ferme, ou bien de l'autre côté, j'ai l'impression de vivre des émotions très fortes dans des situations où je ne vis pas habituellement d'émotions aussi fortes. Quelque chose de disproportionné par rapport au déclencheur. De disproportionné. Quelque chose que j'appelle avec ma clientèle, souvent je fais référence au syndrome des annonces de chat. OK. Donc, quand on commence à voir des annonces avec des petits minous tout cute à la télévision, là, des publicités, puis qu'on a une petite larme à l'œil parce que le chat... Ça, habituellement, c'est signe qu'émotionnellement, là, on est peut-être plus sensible qu'à l'habitude. Donc, ça, c'est l'épuisement émotionnel. Donc, avoir l'impression d'être vidé ses émotions, c'est la première dimension qui est importante dans notre diagnostic. Le deuxième, ça va être la dépersonnalisation. Donc, je me sens épuisé émotionnellement. Mon réflexe, ça va être de dire, quand il y a des émotions, là, moi, il ne faut pas que je me mette dans des situations où il y a trop d'émotions. Fait que ça va se manifester de 2 façons, ce qui est comme le même symptôme. Soit d'un côté, ce qu'on appelle la dépersonnalisation, qui est que je vais essayer de me détacher des émotions, ne me feront plus du tout d'effet dans le contexte du travail. Donc, je vais essayer de me détacher le plus possible. Dépersonnalisation ou cynisme de l'autre. Le cynisme, c'est quoi? C'est de commencer à dire, l'organisation est comme ça changera jamais, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle en bon québécois du chiolage. Ouais. On se plaint, on dit que c'est pas bon, que c'est pas comme ci, que ça changera jamais. Puis le fait de développer un certain cynisme va nous protéger émotionnellement. Ça crée C'est des mécanismes de protection que le corps met en place, que le cerveau met en place. Exactement. Fait qu'on a ces 2 éléments-là qui sont présents. Ça peut se manifester d'une façon ou de l'autre ou de façon combinée. Et puis ensuite, finalement, le 3e élément qui est très important pour définir le burn-out, c'est le sentiment d'accomplissement
professionnel, sentiment d'accomplissement personnel à travers le travail qui est plus présent. Donc, j'ai plus l'impression de m'accomplir, j'ai plus l'impression que mon travail me nourrit, j'ai plus l'impression que mon travail me tire vers le bas, que c'est difficile, que c'est compliqué, puis que je n'évolue plus comme un professionnel à travers mon travail. Donc, ces 3 dimensions-là, lorsqu'elles sont présentes, habituellement, on va dire qu'on est en face d'un épuisement professionnel. Fait que quand on remarque tout ça, là, c'est beaucoup en lien avec tout ce qui est en lien avec mon rapport au travail. Ouais. Donc, avec mes émotions qui sont essentiellement, mes batteries émotionnelles qui sont essentiellement vidées. Puis cette notion-là là, de batterie émotionnelle, on y reviendra probablement plus tard, est très, très importante. La batterie psychologique, l'énergie émotionnelle que j'ai de façon générale, comment je la récupère, comment je la dépense, c'est un élément qui est très, très important. Puis dans l'épuisement professionnel, cette batterie-là, là, elle est vraiment... Elle est à terre. Donc, ces 3 composantes-là doivent être présentes. Puis, quand on parle de dépression, par exemple, il y a des gens qui vont dire, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec la dépression? La différence avec la dépression, c'est quand on va poser des questions au client, à la personne qui vit d'épuisement professionnel, puis on va lui demander, ta façon de voir les choses, tes pensées, tes émotions, elles sont à propos de quoi? Qu'est-ce qui ressort dans ta façon de voir les choses, dans tes frustrations, ça va être essentiellement lié au travail. Fait que quand tu vas lui poser la question sur le couple, comment ça se passe, ta vie sportive, comment ça se passe, les autres éléments, habituellement, la personne va dire « tout va bien ». Ça, c'est quand on parle de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est ça. Exactement. La dépression, c'est généralisé à toutes les sphères de vie. OK. Fait que on a des gens qui souffrent d'épuisement professionnel qui vont avoir de la difficulté à se mobiliser, de la difficulté à travailler, à faire les choses, puis ils arrivent le soir, ils font leurs activités, ils font du bénévolat, ils sont excellents, continuent à prendre soin de leurs enfants. Ouais. Donc, tout se passe bien dans les autres sphères, mais quand on parle de l'épuisement, là, le dimanche soir, on sait qu'on va rentrer le lundi, ça commence à être difficile. Ouais. Les gens rentrent, c'est extrêmement difficile. À 5 heures, oups, tout va bien, tout est beau, on retrouve les enfants, on retrouve les amis, ça se passe. À chaque fois qu'ils reviennent dans la sphère de travail, c'est là que ça revient réuser le jus, l'émotion, l'énergie. Mais quand ils ressortent, peut-être qu'ils sont un petit peu moins allumés ou sharp que leur normal dans le reste, mais règle générale, c'est pas affecté significativement. C'est pas affecté comme la dépression, significativement. Puis je dirais même que des fois que c'est surprenant à quel point est-ce que les gens sont capables de ne pas être affectés. Ah oui, dans les autres sphères. Très, très, très performants dans les autres sphères, puis où il n'y a aucun problème. Puis là, bien sûr, faut me remettre ça en contexte 2025, qui est quelles sont les différentes stratégies des gens pour le détachement. Donc, est-ce que je vais voir mes courriels du travail la fin de semaine? Est-ce que je vais... Fait que de là, il y a une espèce de chevauchement entre, jusqu'à quel point est-ce que le travail va s'introduire dans ma vie, puis le burn-out va s'introduire dans ma vie quand le samedi après-midi, j'étais vendredi en surcharge de travail, fait que je décide d'aller travailler samedi après-midi, c'est sûr qu'après ça, les symptômes vont revenir, puis ça va être un petit peu plus difficile. Mais en gros, là, je reviens à l'épuisement en tant que tel. Donc, l'épuisement, c'est centré sur le travail. Ouais, la dépression, elle est généralisée à toutes les sphères de vie. Puis là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais moi, il me semble que j'ai commencé par avoir un épuisement professionnel, puis à un moment donné, ça s'est rendu... C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça peut être un vecteur vers la dépression? Exactement. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on ne gère pas notre épuisement professionnel, nos batteries continuent à se vider, bien sûr, puis tranquillement, ce qui peut se passer, c'est qu'il va apparaître un trouble secondaire à celui-là, qui est l'humeur dépressive, la dépression. Ouais. Là, ça va se généraliser à toutes les sphères de vie. Puis là, on a un plus gros problème. Hein? On a une dynamique où on doit intervenir sur l'humeur dépressive et intervenir ensuite sur l'épuisement professionnel. Fait que la dépression, c'est un trouble qui est différent puis qui va être la suite de l'épuisement professionnel lorsque celui-là n'est pas traité. Ouais. Donc, puis notre diagnostic au DSM, qui est probablement la prochaine question. Comment est-ce qu'on le gère au DSM? Au DSM, ça tombe dans la catégorie trouble d'adaptation. Oui, c'est ça, exact. Donc, trouble d'adaptation, là, on valide est-ce qu'il y a de l'humeur anxieuse ou de l'humeur dépressive. Parfois, il y a une, parfois, il y a l'autre, parfois, il y a les deux. Donc, trouble d'adaptation avec, sans humeur dépressive ou anxieuse. Ouais. Donc, puis essentiellement,
sais, le trouble d'adaptation, le rationnel en arrière de ça, c'est toujours de dire que l'individu a une certaine difficulté à s'adapter à quelque chose qui se produit dans son environnement. Donc, dans ce cas-ci, on est face à un débalancement au niveau du travail. Ouais. Et puis qu'il y a des symptômes, il y a des manifestations qui vont apparaître ensuite. Parce que le terme trouble d'adaptation avec humeur dépressive ou anxieuse, c'est le terme accepté. Puis, mettons, pour toutes les notions d'assurance, les rapports, il faut un vrai diagnostic médical. Fait que c'est souvent ça qui va être écrit, même si le terme, disons, clinique le plus juste serait peut-être épuisement professionnel en soi. Là. Exact. Puis il y a toutes sortes d'enjeux politiques en arrière de ça. Hein. Le DSM, c'est un guide qui est fait par consensus, par des psychiatres qui sont toujours en comité, mais qui s'entendent puis qui publient à tous les 5, 7 ou 8 ans des modifications. Il faut que chaque psychiatre ait entendu ça. L'épuisement professionnel, on est plus... le gros de la littérature se fait plus du côté de la psychologie. Et puis, il y a des éléments assez politiques à travers ça. Il y a une autre classification qui existe en Europe, qui est la CIM, qui, elle, reconnaît le burn-out, l'épuisement professionnel depuis quelques années maintenant. Avec le DSM, on a un fonctionnement qui est un petit peu plus vieux, un peu plus classique, un peu plus conservateur. Fait que souvent, les problématiques vont changer après 12, 13, 14, 15 ans. C'est pas mauvais parce que ça empêche de suivre certaines modes, mais d'un autre côté, ça va ralentir aussi le développement, ça va ralentir le progrès sur certaines problématiques. Puis avec l'épuisement professionnel, le burn-out, il y a vraiment eu un réveil, très, très dur réveil après le COVID. Et puis, la littérature s'est beaucoup, beaucoup développée dans les 10 dernières années. Donc, c'est pas surprenant que le DSM ne soit pas capable de suivre ça. Ça. On va avoir probablement des changements là, dans les prochaines années. Mais nous, du côté de notre pratique, à partir du moment où on a le trouble d'adaptation, ça ne change pas grand-chose. Parce que si on a besoin d'un arrêt de travail à ce moment-là, les assureurs le savent aussi. Il y a un consensus sur l'idée que c'est ce qui se passe. Puis on a quand même des modes thérapeutiques ensuite qui fonctionnent très bien. Là. Quand on parle du terme ou quand on entend le terme trouble d'adaptation, souvent, ça plaît à l'esprit de croire que c'est parce qu'il y a eu quelque chose de récent, nouveau, qu'on n'est pas capable de s'adapter. Alors que l'épuisement, ça pourrait faire 10 ans que tu travailles au même endroit, puis tu pourrais souffrir d'un épuisement professionnel nouveau. Est-ce qu'il faut tout le temps qu'il y ait une notion de quelque chose qui a changé, que ce soit dans l'organisation, dans les tâches? Est-ce qu'une surcharge ailleurs dans les sphères de vie peut mener à ce que nouvellement le travail soit problématique? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on pourrait développer un épuisement professionnel sans que ce soit relié à une nouvelle job, puis qu'on pourrait dire l'adaptation devrait être faite, finalement? Mais je pense qu'il faut revoir l'épuisement professionnel pour de quelle façon il se développe. Une fois qu'on a bien compris la façon qu'il se développe, c'est plus clair comment est-ce qu'on peut faire des liens avec peut-être des aspects extérieurs. Puis moi, je mets toujours un gros bémol avec les aspects extérieurs. Donc, les changements dans la vie personnelle qui peuvent avoir un impact dans la vie professionnelle. Moi, je mets des bémols à ça, on pourra y revenir. Là. Mais de façon générale, je dirais que je me suis un petit peu embourbé dans mes choses. Donc, je dirais que de façon générale, nous disions, excuse-moi. En fait, ce que j'essaie de voir, c'est si on est dans un aspect de job qui est maintenu dans le temps, qu'est-ce qui ferait en sorte que nouvellement, là, ça pourrait surgir alors que ça fait 5, 10, 15 ans des fois que j'ai la même carrière? Oui, exactement. Donc, je pense que l'aspect qui est bien important, c'est de comprendre comment l'épuisement professionnel se développe. Et puis, donc, l'épuisement professionnel, la façon dont il se développe, c'est toujours en lien avec le stress. Oui, c'est ça. Ma gestion du stress. Donc, est-ce que dans la dernière année, est-ce que dans les 2 dernières années, il y a eu des éléments stresseurs qui ont changé? Parce qu'en gros, quand on parle de trouble d'adaptation, ce qui se passe, c'est que je suis exposé à des facteurs de stress qui sont récurrents. Puis comme être humain, habituellement, lorsque j'arrive face à un facteur de stress, je vais gérer le stress. Puis une fois que gérer le stress, gérer la situation qui cause le stress. Puis une fois que la situation est résolue, bien à ce moment-là, mon niveau de stress va rebaisser.
Ce qui va se passer dans le cas d'épuisement professionnel, c'est que les situations de stress vont s'accumuler. J'arriverai pas à résoudre chacune de ces situations-là, puis tranquillement, je vais m'épuiser parce que le stress va m'amener à vider mes batteries émotionnelles. Donc, qu'est-ce qui a amené les situations de stress dans la dernière année, dans les dernières années? Qu'est-ce qui a changé dans mon environnement ou peut-être, comme je le disais tout à l'heure, des éléments où je suis un petit peu moins à l'aise de dire dans ma vie personnelle, mais à un moment donné, il y a toujours des changements dans la vie personnelle, puis bon, on a différentes sphères de vie. Bon, est-ce que c'est des décès dans nos vies? Est-ce que c'est des enfants qui arrivent? Est-ce que c'est... Ouais. Il y a toujours ces possibilités-là. Mais quand on parle d'épuisement professionnel, habituellement, on est capable de cibler dans le travail ce qui s'est passé. C'est ça. On est capable de dire, ce facteur de stress-là est une des causes de l'épuisement. Si on regarde, une des recherches que j'aime beaucoup, c'est le côté, c'est une recherche qui a démontré que l'épuisement professionnel est contagieux dans un environnement de travail. Ah ouais, hein? Contagieux, nous, on a tendance à penser là, avec nos bons vieux réflexes de comme le rhume. Viraux, oui, c'est ça. Là, tu tousses, puis l'autre attrape l'épuisement professionnel. Là, qu'on imagine, c'est pas exactement ça. Ouais. Mais disons qu'on est 10 à faire un travail. Donc, il y en a un qui quitte, puis qui est malade, qui part en épuisement professionnel pour X, Y raison. À partir du moment où il quitte, on devient 9 pour faire le travail de 10 personnes. Fait que là, on distribue la charge de travail sur les autres. Fait que chacun a un peu plus de travail. Donc, s'il y a une personne dans ça qui était déjà à la gorge, à la limite, puis qui a certains aspects de sa personnalité, par exemple, l'affirmation de soi, la capacité de mettre ses limites clairement par rapport au travail, ce qui est souvent un enjeu, qui a plus de difficultés à mettre ses limites, cette personne-là, qui est peut-être la personne numéro 3, va peut-être partir, elle aussi, en arrêt de travail 2 mois plus tard parce qu'elle n'aura pas mis ses limites, puis elle va arriver au bout. Fait qu'on on est rendu 8 pour faire la tâche de 10. Ouais. Tac, 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 et ainsi de suite. Il y a un effet domino qui peut se mettre en marche. Il y a un effet domino qui ressemble beaucoup à un effet de contagion, justement, de l'épuisement. Donc, en ce sens-là, des sources de stress comme celle-ci vont ressortir dans l'organisation. Ouais. Puis, apprendre à gérer ces différentes sources de stress-là, c'est vraiment ce qui va nous amener à développer l'épuisement professionnel. Puis quand on le voit comme ça nous ramène aussi ce que nous, psychologues, poussons beaucoup dans le public depuis une dizaine d'années, qui est de se dire que l'ancienne façon de voir l'épuisement professionnel comme étant une vulnérabilité de certains. Ouais. Tu sais, certains individus sont plus vulnérables. Là, cette personne-là a déjà eu des problèmes de santé mentale ou cette personne-là a une enfance difficile. C'est pas la bonne façon de le voir. La réalité, c'est qu'à partir du moment où dans notre travail, on vit du stress, c'est possible qu'on vive un épuisement professionnel. Fait qu'en gros, ce que je viens de dire, c'est pas mal tout le monde est à risque. C'est ça, exactement. Puis tu sais, j'écoute souvent Sonia Lupien parler du stress, puis personne est 100% à l'abri d'un épisode d'épuisement professionnel. Exact. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important. Puis c'est un changement de discours radical, puis ce changement de discours-là, c'est beaucoup ça qui nous a aidés à commencer à intervenir dans les organisations. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas juste tes employés les plus vulnérables, c'est tout le monde. Puis quand tu dis ça souvent, ce qui est toujours un grand paradoxe, tu parles au comité de direction là-dessus, puis quand tu dis ça, tu vois le CEO ou bien le président de l'entreprise qui lève les sourcils puis qui te regarde puis qui comprend des affaires, comprend pourquoi il est irrité avec ses enfants, pourquoi... C'est comme si tu mets des mots sur quelque chose qui vit. Exactement. Là. Ouais. Donc, ça, c'est toujours un grand paradoxe parce que quand tu te rends compte que tout le monde, justement, peut vivre ça, tu commences à faire attention, tu commences à faire de meilleures préventions, tu commences à développer des mécanismes de récupération qui sont plus efficaces. Quand tu parles, je parlais tantôt de Sonia Lupien, puis dans la notion de stress, une des choses que j'ai compris ou que je crois avoir compris, c'est que le cerveau ne fait pas nécessairement la différence entre un stresseur relatif ou un vrai stresseur, comme dans le temps quand tu étais réellement en danger face à un mammouth, l'exemple qu'elle donne toujours, versus le stresseur d'un courriel qu'il faut envoyer. Et aussi, semblerait pas faire la différence entre d'où vient le stress, c'est-à-dire une situation de stress vécue avec un ami, avec un conjoint, une conjointe, un enfant ou au travail, le cerveau, biochimiquement, peut réagir avec la même réponse de stress. Fait que ça m'amène à essayer de comprendre, quand tu disais que
il y a comme l'extérieur du travail, mais qu'il y a peut-être certains bémols, à savoir la contribution par rapport à ça. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que c'est réellement juste le travail qui épuise la personne ou est-ce que dans une combinaison de facteurs externes dans les autres sphères, ça peut amener une personne à avoir peut-être un peu moins de résilience pour faire face aux stresseurs habituels du travail et que là, ça pourrait ressurgir? Tu sais, ce serait quoi la vraie interaction possible entre les sphères extérieures? Puis où est-ce qu'il faudrait mettre la limite en lien avec ce que tu disais, là, que peut-être qu'on pourrait y revenir? Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, SANTE 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Moi, je te dirais que je ne le sais pas. Ce que je pourrais ajouter à la réflexion, puis qui, moi, qui est beaucoup un outil avec lequel moi, je me sers, c'est toute la notion à travers ça du rôle que moi, je trouve fondamental. Ça, c'est des travaux en psychologie du travail des années à peu près 2012-2013. Récupération de rôle, donc l'importance du rôle. Puis quand on parle du rôle, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Ce qu'on veut dire, c'est que dans la vie, j'ai plusieurs états d'esprit dans lesquels je vais me placer, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sollicitent pas les mêmes compétences, qui ne sollicitent pas les mêmes émotions. Quand on fait du sport, on le sait, je l'ai déjà dit à plusieurs micros, mais moi, je pratique le water polo. Donc, quand je suis dans l'eau, puis je pratique le water polo, mon attitude, ma façon d'être n'a absolument rien à voir que si on me compare quand je suis avec un client assis en face à face, puis le client me parle de ce qu'il a vécu la fin de semaine quand il a perdu un parent ou quand il a rien à voir. Donc, c'est deux rôles qui sont complètement différents. C'est deux rôles qui font appel à des compétences de mon côté qui sont complètement différentes, à des attitudes différentes, même musculairement, c'est différent, tout est différent. Ce que la littérature nous dit, c'est que on a des rôles qui sont différents, qui vont être sollicités de différentes façons dans une semaine. Quand je présente là-dessus, je parle souvent du rôle, il y a le rôle professionnel, qui est un premier rôle. Ensuite, il y a le rôle au niveau des amitiés. Donc, l'attitude que j'ai avec mes amis, le genre d'interaction que je vais faire avec eux, sportif. Ensuite, de famille, mon rôle de père de famille, mon rôle d'amoureux aussi à la maison avec mon conjoint, ma conjointe. Donc, tous ces rôles-là vont solliciter des parties qui sont différentes de mon cerveau. Lorsqu'un de ces rôles-là n'est pas utilisé, il tombe sur ce qu'on pourrait dire une espèce de charge. Hein? Il se recharge. Le rationnel en arrière de ça, c'est de se dire que mon rôle professionnel, par exemple, quand moi je suis dans la piscine au water polo, quand un autre ami est au handball, au volleyball ou à la limite en train de jouer aux échecs, il fait appel à un rôle qui est différent de son rôle professionnel. Puis à ce moment-là, son rôle professionnel tombe sur la charge. La batterie se recharge. La batterie se recharge à ce moment-là. Donc, quand on parle d'épuisement professionnel, c'est mon rôle professionnel, ma batterie professionnelle qui s'est complètement déchargée. Donc, en ce sens-là, quand on dit, si je fais attention à chacune de mes batteries, à chacun de mes rôles, je m'assure d'avoir un certain équilibre. Ouais. On veut nourrir un peu les différents rôles. Exactement. Fait que ma limite, elle est un peu là. Quand on dit, oui, est-ce que ça peut avoir un impact sur les autres sphères? Est-ce que les autres sphères de vie peuvent avoir un impact sur mon professionnel? Oui, jusqu'à un certain point, mais c'est quand même au niveau du professionnel que l'épuisement
ce produit. Je comprends. C'est ma batterie en tant que telle. Fait que moi, quand je vais travailler avec des clients, c'est sûr qu'il va avoir l'importance de mettre tout un système de récupération qui va te permettre d'avoir des récupérations de rôle, de recharger tes batteries à travers tout ça. Puis ça, c'est une partie de l'hygiène de vie qui va devenir extrêmement importante pour pouvoir te maintenir puis avoir plus d'énergie. Mais ça n'empêchera pas les problématiques organisationnelles qui vont se produire au travail. Puis quand on regarde la littérature sur l'explication du pourcentage de causes, là, ce qu'on appelle, nous, pour de la variance expliquée là, dans notre langage scientifique, là, habituellement, là, ce que les recherches vont nous donner, c'est qu'il y a 60% de l'explication de l'épuisement professionnel qui se situe dans l'organisation, puis 40% dans l'individu. Quand même. Fait qu'il y a une balance vers la majorité côté organisation. Exact. La balance est vraiment du côté de l'organisation. Puis moi, j'aime dire aux ressources humaines, quand je leur dis ça, que c'est une bonne nouvelle. Bien, c'est ça, j'allais demander comment ils réagissent à ces statistiques-là. Avant, ça faisait peur. Maintenant, ils ont compris que ça leur donne plus de contrôle. Effectivement. Si tu as 60% de contrôle sur l'affaire, ben super, mettons en place des stratégies qui vont nous permettre de s'améliorer sur ces différents éléments-là. Puis je dirais même que tu as plus que 60% de contrôle parce qu'il y a une partie du 40% de l'individu où tu peux mettre en place un bon programme d'aide aux employés, des bonnes stratégies, une certaine souplesse qui vont faire qu'eux vont mieux gérer ce 20%-là qui leur reste aussi. Très intéressant. Puis là, en fait, l'image des différentes batteries avec les différents rôles, c'est ce qui m'aide le plus à le comprendre. C'est parce que ça a du sens dans le sens où quelqu'un pourrait vivre une batterie presque à terme, disons, familiale, mais aller au travail pourrait être libérateur. Exact. Sa semaine de travail pourrait être « Hey, enfin, là, c'est bon, je change de rôle. » C'est comme si on a accès à différentes batteries d'énergie. Exact. Puis que ces batteries-là sont interchangeables. Exact. Puis dans ces batteries-là, lorsque je fais face à certaines situations de stress et puis que j'arrive pas à résoudre ces situations-là, le stress va perdurer puis je vais vider ces batteries-là. Donc, puis là, je vais tomber en situation d'épuisement. Puis moi, ce qui a renforcé ma croyance dans cette théorie-là, c'est un livre qui est sorti il y a peut-être 4 ans ou 5 ans qui parlait sans trop de littérature en arrière de ça, mais qui parlait d'un phénomène qui s'appelait le burn-out parental. C'est un livre français, si ma mémoire est bonne. J'ai passé à travers ce livre-là. C'était des parents qui se surinvestissaient dans la famille et puis qui finissaient par être épuisés émotionnellement par rapport à la famille. Ils n'étaient plus capables de voir la famille. Ils se détachaient complètement des enfants. Ils sentaient qu'ils ne s'accomplissaient plus comme parents. Qui sont les 3 dimensions qu'on a abordées. C'est exactement la même chose que l'épuisement professionnel. Puis, à force de faire l'analyse de ça, moi, mon constat, c'était de dire que eux, dans ce cas-ci, ils avaient épuisé leur batterie parentale, la batterie famille qu'on a tous, ben, c'est celle-là qu'ils avaient brûlée et non pas la batterie professionnelle. Fait qu'eux, quand ils arrivaient au professionnel, quand ils passaient leur semaine de 9 à 5, puis peut-être qu'on connaît tous des gens comme ça, de 9 à 5, ils sont très, très bien au travail, puis après ça, ils arrivent le soir à gérer des enfants. Oh my God, c'est difficile, puis tout ça. Donc, ça, c'est des gens qui sont plus à risque pas d'un épuisement professionnel, mais dans ce cas-ci, c'est plus un épuisement parental. Donc, pour chacune des sphères, puis pensons à nos amis athlètes. Le surentraînement. Exactement. L'épuisement sportif dans ce rôle-là. Fait que cette idée-là de rôle, et je pense qu'elle est très, très importante dans la compréhension de Absolument. Puis ça va de soi quand on comprend la façon que le cerveau fonctionne par rapport à ça, on peut comprendre aussi certaines stratégies qu'on voudrait mettre en place pour la prévenir. J'ai lu, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire le livre de Sonia Lupien sur le stress du travail versus le stress au travail, ou peut-être que tu l'as vu passer. Oui, je l'ai vu passer. Qui était ma première lecture, je ne me rappelle plus l'année passée, qui est un excellent livre. Puis elle parle du rôle de tous les distracteurs, puis les notifications, puis les courriels, puis l'incapacité à se focusser dans du travail de profondeur, puis avoir l'impression de toujours un peu courir après nous-mêmes. Et l'idée qu'avec l'émergence du télétravail, le travail est rentré dans la maison, puis la frontière entre le travail et la vie personnelle est devenue plus floue. Et il y a peut-être des gens, tu en parlais tantôt, qui ont de la misère à mettre leurs propres limites et ça pourrait devenir un facteur de risque potentiel à être incapable de fermer un rôle pour en ouvrir un autre et permettre à la batterie de se recharger. Fait que ça semble aller de soi que l'idée de concrètement faire des efforts pour
mettre le travail de côté quand c'est terminé puis qu'on a fait les objectifs de la journée pour aller nourrir autre chose. Ça va de soi que c'est une solution pour la prévention à long terme, là, pour prendre soin de notre cerveau, finalement. Exactement. J'ai souligné l'apport de la pandémie, du COVID et puis tout ça dans l'épuisement professionnel. Oui, c'en est un. Mais à mon avis, si on parle autant d'épuisement professionnel aujourd'hui, ce qui a changé, la donne qui a changé quand je suis au quotidien avec les gestionnaires, avec les professionnels, c'est la révolution des communications. Ouais. Il y a pas photo, c'est l'ubiquité, c'est le fait qu'on peut théoriquement travailler partout, n'importe quand maintenant. Donc, c'est la gestion de nos modes de communication, elle est fondamentale, puis c'est une des premières choses qu'on fait depuis au moins une bonne dizaine d'années, de faire le ménage des communications. Comme stratégie d'intervention dans les organisations. Là, ouais. Exactement. Donc, déjà, dans les organisations, d'avoir des politiques de gestion des communications qui sont claires. Quand est-ce que tu peux envoyer un courriel? Quand est-ce que tu n'envoies pas de courriel? Sous quelle forme? Donc, ces éléments-là, clarifier tout ça. Donc, l'idée l'importance justement d'être en contrôle de nos communications et non pas des communications qui nous contrôlent, c'est fondamental. L'idée qu'il y a plusieurs personnes que du lundi au vendredi de 8 à 5, ils pourraient avoir l'impression des fois que tout ce qu'ils ont fait, c'est de gérer des courriels qui rentrent puis gérer des courriels qui sortent et qui n'ont pas avancé quoi que ce soit. Ça contribue à l'idée que les gens n'ont pas le sentiment que les choses avancent, qui est un coût psychologique élevé. Là. Exactement. Moi, une des premières interventions que je vais faire avec les clients qui souffrent d'épuisement, c'est quand on retourne au travail, tu arrives au travail le matin, tu te prends 20 minutes pour gérer tes courriels, tu fermes. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas rien de ça. Tu détermines ce que tu fais. Tu fais du travail pendant un certain temps. Ensuite, tu vas faire un autre 15 minutes. Là, au bout de 10h30, tu vas regarder tes courriels. Tu fais 15 minutes. Tu refais un travail en continu. Ensuite, tu refais un dernier 15 minutes avant d'aller dîner. Tu prends ton heure pour dîner. Ton cerveau est détaché. Exact. On ne dîne pas devant le bureau en travaillant. On ne dîne pas devant le bureau en travaillant. On prend une pause après 1h45, à peu près 2 heures. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est on était au cégep, on était à l'université. On se souvient très bien de quoi avait l'air la classe après 1h30, 1h45. Là. Proche de la pause. Là. Personne qui écoutait. Non. On passait tous à notre biscuit, notre café, puis ça fonctionnait juste plus. Ben, c'est la même chose. Il faut respecter les limites du cerveau. Pour respecter les limites du cerveau, il faut donner une pause, 5 minutes au cerveau pour aller prendre un verre d'eau, aller prendre une marche, juste pour se décentrer, puis revenir ensuite, avoir récupéré quelques minutes, puis ensuite retourner au travail. Donc, si on a à travers ça durant notre travail, ensuite il y a le travail continu qui est extrêmement important. Puis pendant ce travail continu-là, on est constamment dérangé par un Slack, par un courriel, par un texto, c'est sûr que ça devient extrêmement, extrêmement difficile. Oui, clairement. Puis Sonia, elle parlait du temps que ça prend à replonger dans son travail. Puis c'est qu'en moyenne, les études montraient une vingtaine de minutes que ça peut prendre alors qu'on a juste entendu un ding d'un courriel. Donc, ça empêche les gens de rentrer dans leur travail de profondeur puis l'impression d'être toujours dérangé. Puis, et si je ne me trompe pas, il y a des études ou des projets pilotes dans des entreprises qui ont mis en place des stratégies comme tu parles, que même des fois, ils vont aller jusqu'à fermer les serveurs de courriel la fin de semaine pour être sûr que personne ne les envoie, les fermer à 5 heures. Et la croyance que ça pourrait diminuer la productivité au travail ou que ça pourrait diminuer les communications importantes, en fait, ça semblait pas fondé. Puis au contraire, même ça augmente le bien-être, ça réduit le stress, puis potentiellement, ça peut augmenter la productivité. Absolument. Absolument, de mieux gérer ces nouvelles technologies-là. Ces nouvelles technologies-là sont là pour rester. Il faut apprendre à bien les gérer. On les a accueillis avec tous leurs points positifs, puis on se rend compte qu'elles ont quand même... il y a beaucoup d'éléments négatifs par rapport à ces technologies-là. En tout cas, comme n'importe quoi quand on ne le gère pas. Donc, oui, d'avoir des politiques qui sont claires et puis qui sont orientées vraiment vers la productivité des employés, et puis également leur santé psychologique, qui est essentiellement la même chose dans ce cas-ci. Clairement. Quand toi, tu interviens en organisation, tu as rencontré plusieurs gestionnaires, des chefs d'entreprise, de petites jusqu'à des grandes.
j'ai l'impression que la majorité du monde, a priori, veulent le mieux pour leurs employés, sont bien intentionnés, mais souvent, comme dans plein de choses, c'est juste le manque de bonnes informations, le manque de Ouais. qu'est-ce qui fonctionne pas. Ouais. Est-ce que tu observes ça justement que souvent, c'est que les gens ont juste pas la bonne information? Puis ensuite, quand les gens reçoivent l'information, comme tu disais tantôt, Ouais. que 60% de la job serait dans Ouais. l'organisation, comment les gens réagissent? Puis est-ce que les gens sentent qu'ils ont les outils après ça pour mettre ça en place concrètement Ouais. pour effectuer des changements efficaces? Ouais. Mais c'est sûr que les gens reçoivent ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Ouais. Il y a beaucoup d'éducation. Il y a eu beaucoup de changements des 10-15 dernières années. Et puis, il reste encore, puis encore aujourd'hui, il y a différents courants. On a beau parler de santé mentale, de parler de l'importance de tout ça. Et c'était extrêmement important depuis le COVID. Les gens l'ont vu directement. C'était important dans un contexte où les ressources humaines étaient un peu plus difficiles. On voulait moins perdre nos employés, on voulait faire attention à nos employés. Maintenant, si on est face à un air du temps où le marché du travail change, on a plus une plus grande facilité d'aller chercher des ressources, est-ce qu'il va toujours avoir un aussi grand intérêt? Je l'espère. Mm-hmm. Mais on reste toujours, c'est toujours multifactoriel. Quand on arrive là, ressources humaines, on fait partie des différentes composantes, des différents éléments du marché pour les gens d'un comité de direction. Donc, fait que c'est sûr que d'arriver avec des solutions qui sont intéressantes, avec des explications qui sont solides, c'est toujours important. Ça leur permet de toucher, eux, personnellement, à certaines choses qu'ils vivent. C'est souvent l'élément qui va être le plus important pour nous. Puis la littérature nous dit qu'il y a une grande partie des interventions organisationnelles qui vont fonctionner, en tout cas une bonne partie de quelque chose qui va assurer que notre intervention organisationnelle va bien fonctionner. C'est vraiment l'adhésion du comité de direction. OK. Fait que quand tu as le président qui se pointe à ta formation ou qui lui-même a fait les exercices ou qui montre l'exemple, qui montre l'exemple, exactement, puis qui nous parle de ce que lui a vécu. Là, je regarde la sortie de Nicolas Duvernois là, durant l'année dernière, là, qui lui est sorti en disant, regardez, moi, je suis épuisé. Ça m'arrive en ce moment. Ça fait quelques années que je trouve ça difficile. Je suis épuisé. Ben ça, c'est sûr que pour les employés ensuite, ben c'est OK, on est vraiment engagé dans ça. Mm-hmm. Notre dirigeant aussi le démontre, fait que on s'embarque dans ça. Donc, ça va être un des facteurs qui va être extrêmement important. Puis pour ça, ben, c'est sûr qu'il faut arriver avec... faut expliquer clairement, puis il faut que ça les touche, puis il faut qu'ils voient la pertinence de ça. Faut pas qu'ils aient l'impression... En psychologie, notre ennemi, c'est toujours ce qu'on appelle le pelletage de nuages. Hein. Ils ont l'impression qu'on arrive puis qu'on pèle des nuages. Faut qu'on ait des éléments qui soient concrets, qui soient opérationnalisables. C'est comme on parlait il y a quelques minutes là, des temps de pause. Concrètement, il y a des mesures qu'on peut écrire, chiffrer pour une politique de déconnexion. Une politique de déconnexion, c'est un outil extraordinaire. Ça permet à l'employé qui a des difficultés lui-même, qui est peut-être un petit peu perfectionniste, qui ne sait pas trop, qui veut beaucoup plaire à son patron, ça lui permet d'avoir des guides clairs sur c'est quoi les limites. Puis de la même façon, du côté du patron qui peut-être ne voit pas aller certains employés qui veulent lui plaire, puis qui ne comprend pas lui-même comment ça se fait que ses employés y envoient des courriels à 1h du matin, d'avoir un outil puis de dire « Hey, t'as pas besoin de faire ça, là. Regarde, là, on arrête les courriels à 7h et puis c'est tout. » Fait que ça clarifie les attentes pour tout le monde. Puis clarifier les attentes, ça, dans un contexte organisationnel, ça devient très, très important parce qu'on a tendance à croire que les gens savent où mettre leurs limites, mais il y a tellement de facteurs dans ça. Puis souvent, ben, juste d'avoir un outil comme ça qui dit « Hey, passer 7 heures, ça donne rien. Si vous voulez travailler à 9 heures le soir, il n'y a pas de problème. Si vous, personnellement, vous décidez de le faire, vous le faites. Mais voici la procédure pour envoyer votre courriel le lendemain à 8 heures. » Oui, pour programmer l'envoi. Pour programmer l'envoi. Donc, vous n'avez pas besoin que votre gestionnaire, ça fasse ding-ding sur son téléphone à 1h si jamais il a oublié d'enlever. Toute cette politique de déconnexion, par exemple, il y a des éléments comme ça qui vont être très, très efficaces puis qui vont aider tout le monde. Puis l'adhésion passe. C'est sûr que si le CEO envoie des courriels à 2h du matin, ben c'est sûr que...
disons que ça démontre l'exemple qui pourrait être l'exemple vu comme étant la chose à faire. Tu sais. Ouais. Mais ce que tu dis par rapport à ça, que les directeurs montrent l'exemple puis que ce soit un des facteurs pour que l'adhérence fonctionne, ça va complètement dans le même sens. On parlait de Adam Grant parce que j'ai un de ses livres sur la table. On parlait avant l'entrevue, la discussion. Ouais. Puis Adam Grant parle beaucoup que dans les entreprises, par exemple, pour la notion de comment dire, dans le brainstorm, souvent, l'aspect de sécurité psychologique, que les gens soient à l'aise de donner leurs idées, si les directeurs ou les plus hauts placés autour d'une table parlent de leurs erreurs, parlent de ce qu'ils pensent qu'eux, ils ont fait qui aurait dû être différemment fait, ça favorise que les gens s'expriment réellement. Puis aussi, s'ils parlent de, justement, là, un peu si eux ils mettent le miroir devant eux puis qu'ils montrent qu'ils sont critiques à leur égard, ça favorise les gens à être critiques. Donc, ça va dans le même sens où les gens peuvent prêcher par l'exemple. Exactement. Dans les facteurs de risque, en fait, une des choses vers laquelle je voulais t'amener, puis une question que j'aurais, la personnalité des gens, elle est différente et tu parlais, il y a des gens qui sont plus facilement capables de mettre leurs limites. Ouais. Il y a du monde qui veulent plus plaire aux autres. Il y a des traits de personnalité qui peuvent peut-être influencer comment les gens interagissent en lien avec ça. Est-ce qu'on sait si les traits de personnalité, certains traits, sont mieux documentés comme étant un peu plus prédicteurs ou associés à l'épuisement? Pour peut-être outiller à ce que ces gens-là développent justement des outils un peu plus sérieux pour empêcher ça. Oui. Il y en a certains. Celui qui ressort le plus, ce sont les traits de personnalité perfectionniste. Mm-hmm. Donc, perfectionnisme va être quelque chose d'extrêmement problématique, puis un gros prédicteur d'épuisement professionnel. Donc, quand on parle de perfectionnisme, on parle de traits de personnalité qui vont amener les gens à voir les choses un peu de façon dichotomique. Hein? Donc, c'est soit les choses sont parfaitement faites ou sont pas bien faites du tout. Donc, ils vont avoir tendance à avoir beaucoup de difficultés à bien évaluer les ressources qui sont nécessaires pour faire les choses. Fait que si je reste sur le tout ou rien, hein, donc 0 ou 100%, vous et moi, on est capable d'évaluer une situation puis de se dire, bon, dans cette situation-là, j'ai besoin de faire 85%, c'est bon, ça va faire le travail. Et puis, fait que je fais 85%, puis j'ai des bonnes ressources qui sont associées à ça. Le perfectionniste va avoir tendance à toujours faire 100%. Ouais. Fait qu'il va se préparer aussi bien pour sa réunion d'équipe du lundi matin qu'il a tous les lundis matins que pour la présentation qu'il a une fois par 3 ans avec le premier ministre Legault pour présenter son... Donc, on voit que c'est très adapté d'être présent, de te préparer à 100% quand on veut présenter un projet au premier ministre puis qu'on le voit une fois par 3 ans. Mais c'est pas adapté du tout de le faire, de se préparer à ce niveau-là à tous les lundis matins. Non, effectivement. Donc, de la même façon, celui qui travaille avec le premier ministre, son attaché de presse, va pas se préparer à 100% non plus avec toutes ses réunions du lundi matin. Il va également adapter sa pratique. Puis lui, ce sera autre chose, le défi une fois par 3 ans. Ouais. Donc, être capable de moduler les ressources qu'on utilise devient très, très important. Puis les perfectionnistes ont beaucoup de difficultés à avoir ça. Et d'y aller selon les priorités aussi. Exact. Dans le sens que ça se peut que cette semaine-ci, l'effort le plus important soit envers un projet X, puis que le projet Y, on peut juste faire le minimum en surface. Exact. Là. La priorisation est difficile. Puis il y a beaucoup d'éléments avec le perfectionnisme là, qui viennent à contrario d'une bonne santé psychologique au travail. Un autre élément qui est très important, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire la différence entre leur identité et puis le travail en tant que tel. Donc, s'ils font des erreurs au travail, c'est eux qui sont une erreur. Okay, donc, il y a plusieurs particularités qui font qu'ils vont avoir tendance à être plus vulnérables. Puis peut-être la plus importante, c'est que habituellement, ils savent pas qu'ils sont perfectionnistes. Ils s'en doutent pas. Ils comprennent pas, puis ils s'en rendent compte une fois qu'ils tombent en épuisement parce qu'ils ont toujours l'impression, ils ont beaucoup été formés, toujours l'impression que c'est comme ça qu'on doit fonctionner.
Puis on trouve vraiment beaucoup de perfectionnistes. C'est comme si notre système, je dis au Québec, là, mais c'est probablement partout comme ça à travers le monde, là, mais il y a un goulot d'étranglement à l'université pour certaines professions. Ouais. Donc, où on parle des médecins, on parle des avocats, on parle des ingénieurs, on parle des professions de la santé aussi, des psychologues, physiothérapie, dentistes, puis ça, où essentiellement, on va prendre les gens qui vont être les plus performants sur les examens, puis on va leur dire, vous êtes les plus performants, puis si vous voulez devenir des professionnels, continuez à avoir 100% parce que sinon, on encourage, vous passerez pas. C'est ça, on encourage le comportement qui est déjà là. Exactement. Pour le renforcement. Exactement. Nous, en psychologie, on nous disait, vous commencez à 2000, on en prend 300, puis après le bac, les 300, on va en prendre peut-être 20 ou 21. Pour le doctorat. Exactement. Fait que c'est sûr que tout le monde est comme, il me faut 100% toujours. Ouais. Donc, on continue à appliquer ça. C'est la même chose en droit. On le voit beaucoup en droit. Donc, on continue à appliquer ça. Et puis, mais rendu à 27, 28, 29, 30 ans, ça ne s'applique plus. Mais notre façon de gérer nos objectifs reste quand même celle qui a été formée par ce 100%-là, qui est que tu dois toujours avoir 100% pour pouvoir arriver à ton objectif. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une surreprésentation du perfectionnisme dans ces différentes professions-là. Parce qu'à dose idéale, le perfectionnisme peut être une force quand c'est mis au bon endroit puis quand c'est justement bien dosé, là. Mais ça peut devenir problématique. La différence que je vais faire, c'est que c'est du perfectionnisme dysfonctionnel versus ce que j'appelle le perfectionnisme adapté. Okay. Perfectionniste adapté, lui, va plutôt que de se dire les choses devraient être comme ça. Il faut que ce soit parfait, puis ça, c'est parfait, ce qui n'existe pas. La perfection n'existe pas. Donc, le parfait, c'est nécessairement quelque chose que je vais inventer moi-même. Il faut que ma performance soit parfaite X, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est le perfectionniste dysfonctionnel. Le perfectionniste adapté, il va s'asseoir, puis la première question importante, c'est quoi les ressources que j'ai pour faire le travail? Puis la question suivante, ça va être de dire comment est-ce que je peux faire pour faire le mieux possible avec les ressources que j'ai? Ouais. Donc là, on est dans une recherche, j'aime dire, une recherche de l'excellence. Donc l'excellence, c'est quoi? C'est faire du mieux possible avec les ressources que j'ai et non pas la perfection, qui est d'arriver à un résultat abstrait basé sur des « Ah oui, mais lui, il a réussi ça » ou bien le voisin, ou bien lié sur la comparaison sociale souvent. Je devrais être comme ça parce que l'autre est comme ça, qui n'est pas atteignable parce que j'ai pas les ressources. On serait un peu plus dans l'efficience qui serait souhaitée, dans le fond. Exact. C'est-à-dire le maximum avec le potentiel qui est là en ce moment. Exact. Puis, est-ce que les gens qui ont un trouble anxieux ou pas nécessairement un trouble diagnostiqué, mais un trait de personnalité anxieux, tu sais, une tendance vers plus prédire de problèmes ou voir les choses un peu plus avec un peu plus de catastrophisation, est-ce que ça, c'est un facteur de risque démontré ou ça semble pas pour l'épuisement? Ce serait un facteur de risque important. Encore là, on ne parle pas de certains troubles de façon spécifique. On parle d'une certaine sensibilité à l'anxiété. Lorsqu'on voit que c'est sûr que la problématique d'anxiété va avoir un impact sur toutes les sphères de vie de façon générale. Donc, on va le voir, on va le traiter aussi directement. Ça va être une cible du traitement, dans le fond. Ça va être une cible du traitement, ça a un impact, mais quand on parle de troubles anxieux de façon générale, quand on parle de troubles dépressifs, de problématiques de colère, c'est toutes des problématiques où il y a un certain chevauchement. Mais il faut faire attention quand on parle de vulnérabilité à l'épuisement avec un trouble. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une vulnérabilité. Ça va arriver, mais c'est quand même deux troubles qui sont complètement différents. Oui. Pour continuer dans les facteurs de risque, assurément, il y a certaines professions, dans certains types d'environnements où on en voit plus. En préparation à l'épisode, pour le fun, j'ai regardé dans PubMed, j'ai tapé burn-out, juste burn-out, rien d'autre. Et j'ai juste filtré méta-analyse et revue systématique. Et dans les 30 premières méta-analyses, il y en a 29 qui avaient le titre infirmière. Ouais. C'est hallucinant la quantité d'études qu'il y a sur le burn-out chez les infirmières. La première chose à laquelle je pense, c'est métier avec un très grand nombre de personnes. Deuxièmement, milieu de la santé. Donc, qui dit
le 60% d'organisationnel qu'on parlait tantôt, clairement, l'organisationnel dans le milieu de la santé, c'est un grand élément. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi, puis tu sais, ça parlait aussi des médecins résidents en médecine aussi. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est autant présent dans ce milieu-là? Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un chevauchement entre ce qu'on appelle la fatigue de compassion puis l'épuisement professionnel, qui sont deux problématiques assez différentes, en fait, là, où l'épuisement professionnel va vraiment être en lien avec les tâches de travail, puis la fatigue de compassion, ça va vraiment être une problématique qui est en lien avec les émotions, l'utilisation de nos émotions dans notre vécu, dans nos interactions avec la clientèle en tant que telle. Donc, fatigue de compassion, c'est des infirmières qui trouvent lourd le fait d'avoir à utiliser leurs propres émotions dans leur travail au quotidien. Il va y avoir de la fatigue de compassion aussi chez les psychologues, chez les physiothérapeutes, chez tous les professionnels de la santé. On va voir ce type d'épuisement professionnel-là. Donc, les infirmières ressortent souvent parce qu'elles ont elles ont les deux aspects. Hein. Elles ont un peu moins de contrôle sur leurs horaires, sur ce qui se passe. Il y a beaucoup d'imprévus dans le travail de l'infirmière. Ouais. Ce qui est un facteur pour créer une réponse de stress chez quelqu'un. Exactement. Et puis de l'autre côté, elles ont également l'aspect de fatigue de compassion. Puis on peut s'imaginer aussi que lorsqu'on a un certain attachement émotionnel, puis un certain vouloir par rapport à un patient où on veut qu'il aille bien, qu'il aille mieux, bien sûr, c'est ça notre objectif, bien, s'il y a des aspects organisationnels qui m'empêchent de prendre soin de l'un parce que je suis obligé de m'occuper de l'autre, que la fatigue de compassion est encore plus étirée qu'un professionnel comme moi, par exemple, où, oui, il peut en avoir jusqu'à un certain point, mais je suis quand même dans un environnement relativement contrôlé où on a des rencontres d'une heure, puis après une heure, tu sais, on est plus dans le contrôle que l'infirmière qui est déjà en intervention qui se faisait, oui, mais lui est en arrêt cardiaque. C'est ça, il va tant sur l'autre, puis là, il faut prioriser. Ouais. Dans ton environnement, tu peux plus sentir que tu donnes ce que tu aurais besoin de donner dans la durée qui est attribuée. Sans être interrompu par l'extérieur, c'est ça, en gardant un certain niveau de contrôle. Tu sais, nous, dans nos interventions, j'imagine qu'en physiothérapie, tu dois ressentir aussi la même chose. On est, tu sais, quand on est en consultation, on est assez en contrôle. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on a à faire, on est capable d'à peu près tout gérer. Alors que quand on est dans un mode plus urgence, de type, hey, viens-t'en par ici parce que lui, il va pas bien, ou lui, ben, ça amène une couche qui est pas mal plus difficile. Ouais, fait qu'au-delà des aspects organisationnels, qui nous, comme Québécois, c'est sûr qu'on a une certaine sensibilité parce qu'il y a des aspects organisationnels dont on entend parler souvent, le temps supplémentaire obligatoire, ces différents éléments-là. Mais quand on parle de méta-analyse, ce que ça nous dit, c'est que dans tous les pays, peu importe c'est quoi l'organisation du travail, des infirmières... Ça ressort, c'est ça, exact. Ces études-là, c'est dans plusieurs pays, là. Puis il n'y a pas du temps supplémentaire obligatoire dans tous les pays. Exact. Donc on voit qu'au-delà d'une organisation qui serait déficiente ou qui n'aiderait pas, là, puis je dis pas que l'organisation québécoise est déficiente, là, mais au-delà des aspects organisationnels, il y a aussi un élément par rapport au travail là, qui est par rapport au travail de l'infirmière qui fait que il y a plus de chances d'avoir de l'épuisement. Ouais. Justement, j'avais ouvert certaines de ces études-là, puis tu sais, les facteurs qui parlaient comme étant des facteurs de risque qui peuvent mener à l'épuisement. Ça décrit beaucoup ceux qu'on a abordés. Ouais. Il y a un de ceux qui mentionnait, peut-être qu'il serait intéressant de discuter quelques instants, c'est l'idée de ne pas sentir son travail, pas valorisé, mais pas récompensé, mais je sais pas si il parlait de low reward. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut être la reconnaissance peut-être du travail. Tu sais, je vois un peu là-dedans aussi le lien avec les différentes sources de motivation au travail. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire par rapport à cet aspect-là? Si c'est répété dans le temps, de ne pas sentir que notre travail est apprécié, récompensé, important, valorisé, quel impact ça peut avoir à long terme? Ça fait partie de nos 6 grands facteurs, ce qu'on appelle des grands facteurs organisationnels qui vont amener le développement d'épuisement. On pourrait les définir justement, ces 6-là. Dans ma thèse, ça, c'en est un. Donc, la reconnaissance. Donc, jusqu'à quel point est-ce que le milieu, l'employeur va reconnaître le travail que je vais faire. Puis là, ça rejoint, avec la reconnaissance, comme ça rejoint beaucoup les travaux de Jacques Forêt, entre autres, sur les aspects financiers, parce que ce que cette littérature-là nous dit, c'est que donner une augmentation de salaire à quelqu'un,
c'est 2-3 semaines. C'est ça, ça marche à court terme, puis ensuite, l'effet est atténué. Là. Exactement. Pour l'épuisement professionnel, c'est 0, c'est bon à rien. C'est pas comme ça qu'on va reconnaître l'employé. Donc, la reconnaissance, ça se fait vraiment au quotidien. Ça se fait à l'intérieur de l'équipe. Ça se fait aussi par le chef d'équipe, le supérieur, la haute direction. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître le travail de l'employé? Puis une reconnaissance qui a une valeur un petit peu plus affective. Hein? Ouais. De dire bravo. Une tape sur l'épaule, on reconnaît, super travail. C'est dans le quotidien que ça se fait. Et puis ça, en effet, c'est un élément c'est un des facteurs qui est extrêmement important. Lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, et il peut avoir un développement d'épuisement professionnel. Puis le piège dans ça, puis ce qui va se passer dans plusieurs milieux, je pense au milieu de la finance, entre autres, où c'est très, très problématique, c'est de croire que les bonus et puis les récompenses financières ou les voyages dans les Caraïbes viennent compenser cet aspect-là. Ou que ça protège à 100% contre ça. Exact. Ça ne protège pas du tout. En fait, ça ne vient même pas toucher cet aspect-là là, de reconnaissance. Là. Puis, donc, ça fait que ça, c'est un des 6 facteurs. Hein? Puis les autres, c'est quoi? Un des 6 facteurs. Donc, autre facteur, la charge de travail. Ouais. Donc, est-ce que ma charge de travail, elle est faisable? Est-ce que j'ai des outils pour bien gérer ma charge de travail? Hein? Parce que, comme j'aime souvent le dire aux clients, on a parfois la perception d'un espèce de poste parfait, hein? De dire, ben mon poste, c'est 40 heures semaine, donc on devrait me donner pour 40 heures semaine de travail. Mais dans les organisations, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'équipe, on le sait, hein, il y a des semaines où on va avoir plus que 40 heures de travail par employé, d'autres où on va en avoir un peu moins. Puis une grosse partie de notre travail, c'est de décider qu'est-ce que je peux faire dans mes 40 heures ou dans mes 35 heures cette semaine et qu'est-ce que je peux laisser de côté aussi. Donc, quand je parle de charge de travail, ça veut dire aussi comment je priorise. Puis ça veut dire aussi d'accepter que quand je vais partir le vendredi, il va y avoir un 10-12 heures de pas fait, mais c'est normal. Ça fait partie. Tout le monde est au courant. Puis, il n'y a pas justement de tâches parfaites là, à la Charlie Chaplin où on a un nombre de boulons à faire par jour. J'ai 500 boulons à visser aujourd'hui, puis après ça, c'est fini. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est ça. Donc, il faut développer la perception en fonction de ça. Donc, charge de travail, reconnaissance. Ensuite, j'ai le contrôle. Ouais. Donc, jusqu'à quel point est-ce que l'organisation me donne des outils de contrôle pour bien accomplir mes objectifs. Puis, ça passe beaucoup. Il y a plusieurs éléments. La politique de déconnexion, c'en est un. Mais la question de rôle devient importante. Est-ce que mon rôle est clair? Est-ce qu'il y a un chevauchement entre mon rôle et puis le rôle de quelqu'un Définition d'autre? de tâche. Exactement. Claire. Définition de tâche qui est claire, qui fait du sens, où j'ai pas des demandes, des attentes qui sont à contrario l'une de l'autre. Ou des sous-entendus pas clairs. J'aime bien donner l'exemple de madame qui est à la réception, puis on lui demande d'ouvrir la porte à tout le monde et de ne jamais manquer un appel au téléphone. Ouais. Ça marche juste pas. Ouais, à un moment donné, là, donc, dans la définition de task, quand c'est bien fait, ça, c'est le genre de situation qui va amener un certain stress parce que quand tu apportes ça, le téléphone, c'est ce genre de stress-là qui vont tranquillement nous amener vers l'épuisement parce que la situation se reproduit au quotidien. Un peu comme on disait tout à l'heure, si je peux pas résoudre un stress, puis au quotidien, ça revient, mon mammouth ou bien mon ours, comme moi j'aime le dire, là, il apparaît là, dans ma réception à tous les jours. Donc, ça s'accumule, puis ça revient constamment. Donc ça, c'est l'autre élément, toute la question du contrôle qui est important, donc du côté de l'organisation. Ensuite, j'ai la communauté, donc l'aspect social. Exactement. L'aspect social, comment ça se passe avec les collègues, comment ça se passe avec mon patron direct, comment ça se passe également avec la haute direction. Donc, dans ça, on met tous les éléments un peu problématiques, des incivilités, donc les problématiques d'intimidation, d'incivilité, de harcèlement. Ça, c'est sûr que c'est des gros éléments, mais de façon générale, la qualité de la relation que j'ai avec les gens de ma communauté. Ensuite, toute la question de l'équité
est importante aussi. Est-ce que les procédures pour avoir accès à des promotions, à des dossiers, à des congrès, des dossiers plus agréables, est-ce que c'est connu de tous? C'est quoi la procédure pour avoir accès à ça? Est-ce que c'est respecté par l'organisation? Donc, il y a toute une question de Ouais, justice c'est en ça. arrière de Le ça. sentiment d'injustice, c'est probablement une des choses les plus poisons pour le cerveau humain, là, Ouais. peu importe le Ouais. contexte dans lequel Ouais. on est. Là. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, ça, c'est un élément qui est extrêmement, extrêmement important. Ensuite, finalement, je pense qu'on est rendu 1, 2, 3, Donc, 4, 5. équité, on a parlé de Récompense, reconnaissance, contrôle, charge de travail. charge de travail. Et puis ensuite, moi, j'ai valeur. OK, c'est lui qui manque, je pense. Valeur, qui est extrêmement Puis le important sixième, aussi. c'était le social qu'on a parlé. Ouais. Exactement. Donc, valeur, c'est est-ce qu'il y a une congruence entre mes valeurs puis les valeurs de l'organisation. Donc, ça, c'est pour l'épuisement professionnel particulièrement, là, c'est un qui est beaucoup en toile de fond puis qui peut être très, très problématique. Donc, si, par exemple, l'organisation pour laquelle je travaille n'a pas un comportement civil, social, puis moi, c'est important pour moi d'avoir un comportement comme celui-là, ça va devenir assez problématique. Parfois, il va y avoir des changements de direction et puis les valeurs organisationnelles ne seront plus les mêmes que lorsque j'ai intégré l'organisation. C'est des éléments qui vont être très, très problématiques. Si on pense aujourd'hui juste aux valeurs en lien avec l'environnement, c'est tellement important pour certaines personnes. Mm-hmm. Arriver dans une organisation puis se rendre compte que des décisions ne sont pas prises en fonction de ça, qu'elles ne sont pas importantes, que la protection de l'environnement n'est pas une priorité ou à tout le moins un souci, assez rapidement, ça va devenir très, très pesant. Et puis ça va être une cause, ça va être problématique. Cet aspect-là permet aux gens de se sentir qu'ils peuvent être eux-mêmes finalement dans l'organisation. Oui. La notion d'authenticité, puis qu'on est engagé, voulu, souhaité pour la personne qu'on est parce que les valeurs qu'on projette ou qu'on véhicule sont les mêmes que celles de l'entreprise. Oui, mais il y a cette idée-là aussi de mettre notre talent, notre temps au profit d'une organisation qui ne reflète pas nos valeurs. Donc, c'est contre-intuitif. Oui, exactement. Ça fonctionne juste pas. On ne peut pas encourager ces différentes, encourager cette organisation-là. Un petit peu le genre de questions qu'on a tous là, en ce mois de janvier à se poser politiquement en ce moment avec tous les différents changements politiques. Donc, est-ce qu'on est encore, je vais encore garder mon abonnement à tel service ou à tel élément parce que politiquement, ces organisations-là ont pris certaines positions. On le fait dans notre vie quotidienne, on va le faire aussi dans notre vie au travail. Quand tu décris les 6 facteurs, j'ai en tête les besoins psychologiques que j'ai déjà abordés avec Jacques Forêt à ce podcast-ci. La notion de compétence en lien avec la charge de travail, avoir le soutien, sentir que le défi est à la taille des outils qu'on a pour y répondre. Exact. Autonomie, la notion de contrôle, la notion de définition de tâches, puis l'affiliation sociale, les valeurs d'entreprise, puis le cercle social, le support. Fait que ça va vraiment main dans la main. Exact. Jacques Forêt a beaucoup une optique de psychologie positive. Donc, on parle beaucoup des compétences, des aspects positifs qui sont déjà présents dans notre personnalité. Moi, de mon côté, j'ai peut-être plus une approche qui est en lien avec la santé psychologique. Donc, ce qui fonctionne moins bien, là, Jacques a le côté positif. Moi, j'ai comme le côté négatif. Fait que quand on met les deux ensemble, habituellement, on a une bonne compréhension. Des fois, l'absence de ce qu'il faut pour être positif nous amène à rencontrer. C'est comme un casse-tête qu'on peut bien mettre ensemble, un Lego. Oui, tout à fait. Quand les gens viennent te consulter, parce que tu es clinicien, tu vois du monde en individuel, concrètement, les signes et symptômes de gens qui vont ressentir progressivement un épuisement, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont sentir pour se reconnaître là-dedans? Ce qui ressort le plus chez les hommes, c'est l'irritabilité. Ça, c'est clair. C'est l'irritabilité. C'est souvent le milieu qui va souligner. Hein? Quand ta petite fille de 7 ans dit « Papa, t'es de mauvaise humeur ce soir », habituellement, ça va réveiller son homme, comme on dit. Effectivement. Ça peut être la conjointe aussi qui souligne « Oups,
il y a peut-être certaines problématiques. Donc, l'irritabilité, ça va être un élément qui va être important. Tristesse aussi, la labilité, donc cette idée-là, tu sais, qu'on va pleurer de façon un petit peu plus facile, on va avoir des manifestations émotionnelles beaucoup plus importantes. L'humeur dépressive va être aussi présente. Comme perte d'intérêt, moins de fun à faire les choses. Moins de fun à faire les choses, exactement, qui vient avec une certaine fatigue un peu accumulée. Un des éléments sur lesquels je vais avoir tendance à travailler dans les organisations, c'est vraiment d'apprendre à bien reconnaître c'est quoi nos différents drapeaux rouges. Puis quand je forme les gens là-dessus, je leur parle de moi, mes drapeaux rouges, c'est quoi? Puis un de mes drapeaux rouges, c'est le désengagement au niveau du sport. Tu sais. Ah ouais, OK. Quand on a deux ou trois pratiques sportives durant la semaine, puis là, on se rend compte que ça fait 2 fois qu'on n'a pas été, ben peut-être qu'il y a un petit drapeau rouge. Donc ça, c'est un autre élément que je vais voir avec les hommes et puis les femmes. Souvent, ben ça fait 2-3 semaines qu'ils n'ont pas pratiqué leur sport. C'est ça. Ils sont habitués d'aller au gym, de faire leur course, puis là, ils arrêtent. Là, ils arrêtent. Ouais. Là, ça, c'est un autre élément important. On va voir également des maux physiques, des douleurs. Tu sais, quand on parle de stress en tant que tel, là, tout à l'heure, on faisait référence là, lorsque mon cerveau va percevoir un objet menaçant dans mon environnement. Si je marche dans la forêt et j'arrive face à un ours, ben, mon corps va s'activer d'une façon à pouvoir faire face à cette menace-là. Donc, il va beaucoup faire crisper mes muscles, entre autres. Et puis, donc, du mal, des maux au niveau des épaules, du cou. Mal de tête. Ouais. Exactement. C'est beaucoup quelque chose qui va revenir parce que puisque l'épuisement professionnel est en lien avec une surexposition au stress, ben le nombre de fois où je me crispe dans une journée parce que je suis face au stress est assez important. Donc, au niveau musculaire, des maux de dos, ça va ressortir beaucoup. Autre élément qui est très, très important puis qui est vraiment sous-évalué, à mon avis, c'est tous les aspects qui sont plus cognitifs. Donc, capacité d'attention, beaucoup plus brouillard basse. mental, ça, c'est l'élément clé. Là. C'est le plus important. Ouais. Donc, brouillard mental, là, ce qu'on appelle le brain fog. Ouais. Donc, ce que je définis en termes plus simples par l'impression d'être pas mal moins intelligent qu'on l'a déjà été. Ouais. Ou de ne pas avoir accès à nos pleines ressources de cerveau habituelles. Là. Exact. Ouais. Donc, ça, c'est un élément, puis c'est un élément un petit peu caché. Les gens n'en parlent pas, particulièrement dans les professionnels que j'ai nommés tout à l'heure. Là, le médecin qui dit « Oh, j'ai moins accès à certaines connaissances en ce moment. » Je ne pense pas que ça sort pas tellement. Donc, il y a encore un tabou, ça, au niveau de l'aspect, l'impact de l'épuisement sur l'intellect, sur le fonctionnement, sur le jugement. Puis ce qui est, en gros, ce qui amène l'importance d'intervenir sur ça, parce que si on n'a pas un aussi bon jugement qu'on l'a habituellement dans notre travail, ben on peut faire plus d'erreurs, parce que ça va être une manifestation qu'on va voir au travail. Là. Faire plus d'erreurs, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Donc, brouillard mental, c'en est un qui est très important, des oublis aussi. Puis ensuite, il ne faut pas oublier l'aspect comportemental. Encore là, beaucoup chez les hommes. Fait que l'aspect comportemental, c'est quoi? C'est ma consommation d'alcool qui a augmenté, ma consommation de cannabis qui a augmenté, ma consommation de jeux vidéo qui a augmenté. Ensuite, certaines problématiques comportementales, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau... Donc, beaucoup de manifestations comme ça, là, qui sont en gros des manifestations d'évitement. Donc, je veux pas penser à mon travail. Donc, dans quoi est-ce que je peux me sauver un peu pour me changer les idées? Puis, de temps en temps, de façon générale, c'est pas nécessairement problématique dans ma vie quotidienne d'avoir d'avoir des activités. Je prends les jeux vidéo, entre autres, que moi, je recommande comme activité pour pendant 2 ou 3 heures parce que le niveau d'immersion est important. Puis quand tu parlais des différentes batteries tout à l'heure, la récupération va beaucoup se faire en fonction du fait que je suis capable de choisir des activités qui vont provoquer un détachement qui est fort. Déconnecté. Là. Exactement. Fait que mon détachement, quand je suis engagé dans un jeu vidéo, quand je suis engagé dans un bon film où le niveau d'immersion est important, ben à ce moment-là, ma batterie professionnelle est en train de se recharger. Fait que oui, bon jeu vidéo 2-3 heures un lundi soir, pourquoi pas? Mais quand je suis encore en train de jouer à 2 heures du matin, c'est ça, et puis que ma femme me dit, ben là, t'as pas vu les enfants de la soirée, et puis donc, tout ce qui vient avec,
là, ça peut C'est comme devenir ça, problématique. ça déborde dans les autres sphères, ça affecte autre chose. Ça affecte d'autres sphères. Et puis, on est plus dans l'évitement que dans une récupération. Fait qu'il faut toujours faire la différence entre les deux. Ça peut être dans le sport aussi. Hein. Je parle de... J'ai pas souligné le sport, mais il y a des gens qui vont passer 2-3 heures au gym à tous les soirs. Ouais. Puis à ce moment-là, on n'est pas dans rien de sain à ce niveau. On est encore dans l'évitement. Fait que la question à ce moment-là, c'est est-ce que j'essaie d'éviter les pensées en lien avec le travail ou est-ce que j'essaie de faire un sport que j'apprécie puis que j'aime, même chose pour le jeu vidéo en tant que tel. Donc, les gens vont arriver habituellement avec ces différents symptômes-là. Donc, des manifestations physiques, des manifestations émotionnelles, donc colère, irritabilité, puis tout ça. Au niveau des cognitions également, puis finalement au niveau comportemental. Tout ça, bien sûr, chapeauté par un sentiment d'écœurement général par rapport au travail, beaucoup de récrimination. Le cynisme va prendre beaucoup de place aussi. Ça va l'impression que tout est une montagne, puis qu'on réussira jamais. Puis, On réussira jamais, et puis beaucoup d'insatisfaction par rapport à l'employeur de façon générale. Un autre élément qui est en lien vraiment avec l'évitement, avec ce que je disais, la dépersonnalisation, tout ça, que je vais voir, c'est de la remise en question de la profession en tant que telle. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, j'appelle ça le syndrome de la boulangerie dans l'Estrie. Tu sais, j'ai des professionnels. D'aller ouvrir une boulangerie. Tu dis, je vais tout sacrer ça là, puis je vais aller m'ouvrir une ferme. Une boulangerie, là, je vais faire du pain tranquille à 3 heures du matin, là, ça va être... Bon. Ce qui s'inscrit dans le cynisme aussi. Là. Ce qui s'inscrit dans le cynisme, puis pour avoir une très bonne amie boulangère, c'est pas plus facile de se lever à 3 heures du matin pour faire du pain. Donc, ça nous rattrape assez rapidement. C'est juste cette idée-là de faire autre chose de différent. Donc, un côté un peu d'évitement, de dire, ben, ça me permettrait d'éviter ce que je ressens aujourd'hui. Ouais. Donc, la remise en question de notre profession, c'est un élément qui va être caractéristique aussi d'épuisement. L'ensemble de ce syndrome ou ce regroupement de signes et symptômes, au final, les gens vont sentir qu'ils se reconnaissent pas, qu'ils sont plus eux-mêmes. Il y a vraiment une espèce de transformation qu'on se sent détaché de qui on est habituellement. On se sent détaché, puis c'est encore plus dur quand il y a du perfectionnisme, parce qu'on s'est toujours perçu comme étant ultra performant, puis on le voit de façon dichotomique. Donc, si on n'est pas performant, on n'est rien, on n'est pas bon, on n'est pas adéquat. Donc, de là vont venir beaucoup de pensées, beaucoup d'autodépréciation, d'autoflagellation. Donc, oui, ça va être extrêmement difficile au niveau de l'identité en tant que telle. Ça me semble essentiel. Tu disais, toi, tu donnes souvent un exemple en conférence de tes propres drapeaux à reconnaître. Ça me semble essentiel de les connaître individuellement, ces drapeaux-là, parce que c'est comme, c'est tes indicateurs qu'il y a quelque chose qui va aller mal si tu n'interviens pas, si tu ne mets pas quelque chose en place. Absolument. Et probablement que juste d'avoir fait la liste des différentes manifestations les plus fréquentes, comme tu l'as fait, les gens les savent. Là. Juste avec ça, ils se reconnaissent. Ils vont se dire, OK, oui, ça, cette période de l'année, je me rappelle, il y avait quelque chose qui se passait, puis je faisais 1, 2, 3, ces choses-là. Exact. Moi, un des éléments que je sais en lien avec mon travail, si je suis pour avoir une période de surcharge, il va y avoir 2 choses. Je vais prendre du retard avec mes patients, alors que moi, je suis une horloge d'habitude, là, aux demi-heures spécifiquement, et je vais pas compléter mes notes de dossier au fur et à mesure, alors que d'habitude, je finis ma journée, j'en ai pour 1 minute, 2 minutes, puis merci, bonsoir. Fait que ça, c'est 2 choses que je sais dans le travail, que si j'ai ça, peut-être que c'est de quoi juste de ponctuel cette journée-là qui s'est passée où j'étais distrait. Mais si je vois que j'ai une semaine complète là, comme ça ou plusieurs journées, là, je sais qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas à la normale. C'est bien de les avoir parce qu'après ça, on peut intervenir. On intervient rapidement. Puis c'est important aussi de reconnaître comme professionnel notre cycle de récupération au niveau aussi un cycle annuel. Hein. La littérature nous dit qu'après une douzaine de semaines, notre niveau de fonctionnement quand on travaille, quand on fait un travail qui est assez demandant intellectuellement, puis où on a des journées quand même assez importantes. Donc, après 12 semaines, notre niveau de fonctionnement est relativement bas. Là. Si on parle, par exemple, de 100%, une performance à 100% tous les jours, bien, rendu après 12 semaines, là, je sais autour du 40-45%. Donc, fait que l'idée derrière de tout
tout ça, c'est de se dire, ben, après 12 semaines, je dois prévoir, ou c'est bien de prévoir une semaine de vacances, et puis de le faire ainsi de suite autour de mon année. Donc, ce qui me donnerait essentiellement une semaine de vacances en automne, une semaine de vacances au printemps. Ensuite, on parle de 2 semaines de vacances l'été, 2 semaines de vacances pendant le temps des fêtes durant l'hiver. On est à 6. Qui n'est pas la norme du tout. Qui n'est pas du tout la norme. Du tout. Ce qui n'est pas du tout la norme. Puis on garde en tête comment est-ce qu'on peut optimiser ces différents éléments-là. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on regarde sur mon année complète, je suis beaucoup plus performant si je prends ces vacances-là que si j'en prends pas du tout. Ouais. Parce que le fait de travailler pendant 1 heure à 40 d'efficacité versus 80 d'efficacité, je vais rattraper assez rapidement l'efficacité que je vais chercher après cette semaine-là. Ouais. L'idée à travers ça, c'est vraiment de développer vraiment une certaine hygiène qui va permettre une récupération constante. Donc là, je viens de parler des vacances, mais j'ai parlé un peu plus tôt de après 1h30, 1h45, prendre 5 minutes. On a nommé aussi l'importance du dîner, puis d'avoir une bonne demi-heure de détachement. Est-ce qu'on prend une marche à l'extérieur? Est-ce qu'on écoute un podcast? On lit un livre pendant cette heure-là? Respecter aussi un certain nombre d'heures travaillées par jour. Hein, c'est correct d'avoir par exemple, une rencontre de prévue le jeudi soir à 20h parce que je travaille avec la Chine ou je travaille avec... Peu importe, il y a des gens qui vont me dire ça parfois. Oui, il n'y a pas de problème, mais cette rencontre-là, elle est prévue, c'est pas une surprise. On se sent en contrôle par rapport à tout ça, elle est planifiée. Puis peut-être que si tu finis à 20h là, ben le lendemain matin, rentre à 10h, puis prévois-toi peut-être un petit déjeuner avec les enfants ou avec ta conjointe ou quoi que ce soit. On s'adapte, puis on reste en contrôle. Donc, ce fond-là de récupération est extrêmement, extrêmement important. Puis ensuite, toutes les activités qui vont solliciter un rôle différent puis qui vont me permettre de récupérer au quotidien. Donc, on parlait de pratiques sportives tout à l'heure, mais ça peut être des pratiques artistiques. Si on n'est pas artiste, bien sûr, comme travailleur, ça peut être des apprentissages qu'on fait, ça peut être des projets en tant que tels qui vont me permettre de mettre mon rôle professionnel de côté. Rénovation à la maison. N'importe quoi. Rénovation, exactement. Ça peut être de la rénovation, ça peut être du bénévolat, ça peut être ce que plusieurs d'entre nous font, des conseils d'administration pour des organismes à but non lucratif qui sont différents puis qui sont loin de notre pratique. Moi, étant psychologue, je suis sur un conseil d'administration depuis des années maintenant d'un festival de films sur l'art. Ah ouais? Hein? Donc, rien à voir avec la psychologie. Donc, puis quand je suis là, ben, je suis complètement détaché de ma pratique psychologique. Donc, d'avoir des activités comme ça qui vont me permettre vraiment d'aller chercher là, un rôle qui est différent, puis qui vont me permettre de récupérer. Dans le sport, il y a beaucoup de données qui nous suggèrent que d'organiser l'année sportive avec des périodes de repos prévues puis une coupure, c'est intéressant puis utile pour prévenir l'épuisement sportif ou le surentraînement. Chez les enfants, c'est beaucoup documenté pour éviter la surspécialisation sportive aussi. Ça me fait penser un peu à ça. On va prendre soin de notre temps, de l'organisation du travail de la même façon qu'on ferait comme ça. Exact. Est-ce que c'est farfelu de penser qu'en payant plus de vacances à des employés, les employeurs pourraient être gagnants autant au niveau de la productivité que même financièrement? Moi, je le crois. Est-ce qu'on a des données qui ont regardé ça concrètement? Il y a des données qui supposent que ça pourrait être le cas. C'est assurément plausible avec la science qu'on connaît sur ce qu'on a discuté. Exact. C'est plausible, c'est ce qu'on croit. Puis il y a plusieurs organisations ces dernières années qui ont essayé de mettre en place des vacances illimitées. Oui, ben c'est ça, j'ai eu cette réflexion-là. Donc c'est un peu dans ce sens-là. On prend des vacances quand on le veut, mais dans plusieurs organisations, il y a eu aussi des limitations. Donc, il faut que ça soit fait d'une certaine façon, avec une culture organisationnelle qui va faire la promotion des vacances illimitées, parce que ce qu'on a vu dans certaines organisations, c'est que ces vacances illimitées, mais la haute direction ne prend jamais de vacances. Fait que ça veut dire que finalement, pas de vacances, c'est illimité, c'est pas de vacances. Donc,
On parlait tantôt de prêcher par l'exemple. Si eux, ils n'en prennent pas, peut-être que ça incite les gens à ne pas en prendre. Exact. Fait que juste d'avoir la mesure organisationnelle comme ça qui vient des ressources humaines, c'est pas assez. Faut l'intégrer dans la culture organisationnelle. Il faut avoir des bons exemples. Il faut vraiment faire une intervention en profondeur pour pouvoir ensuite s'assurer que ça fonctionne bien. Puis de l'autre côté aussi, il faut avoir une certaine liberté avec une certaine partie peut-être de nos employés pour qui ça fonctionnerait pas non plus. Parce qu'il y a des perfectionnistes d'un côté pour qui ça fonctionnerait pas. Puis il y a des gens de l'autre côté aussi du spectre qui seraient peut-être un peu trop en vacances puis un peu moins productifs. Donc là, il faut avoir des mesures aussi pour balancer un petit peu tout ça, pour pas réactiver le sentiment d'injustice dont on parlait tout à l'heure, puis tous les autres aspects organisationnels. Et c'est peut-être pas souhaitable que tout le monde, ce soit un one size fits all, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a les mêmes besoins ou la même façon de combler leurs besoins. Exact. Tu parlais des symptômes que les gens pourraient reconnaître. Une des erreurs, je crois, qui peut être faite, c'est de penser que c'est temporaire, ça va passer, j'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Et là, c'est le risque que ça déboule et que ça s'ensuive un réel épuisement. C'est quoi la première chose à faire individuellement quand on reconnaît chez soi ces symptômes-là, ces signes? Est-ce qu'il y a une certaine temporalité pendant laquelle, si c'est présent pendant plus que tant de temps, là, vraiment, il faut agir? Ou est-ce que dès qu'on les ressent, on devrait agir? Ça dépend vraiment des individus. Ça dépend vraiment des individus. Moi, j'ai tendance à dire que dès qu'un drapeau rouge se lève, on doit intervenir. Ça ne veut pas nécessairement dire tout de suite l'épuisement, tout de suite le psychologue, mais ça veut dire au moins j'interviens de façon assez adéquate pour pouvoir tester, proactive, exactement, pour pouvoir tester l'hypothèse, est-ce que c'est un épuisement professionnel ou est-ce que c'est une situation de surmenage? Donc, situation de surmenage, la différence, c'est que je suis physiquement brûlé, physiquement fatigué. Je peux avoir certains symptômes qui s'apparentent à, mais avec une bonne semaine de vacances, voire chez certaines personnes 3 ou 4 jours complètement détachés, un long week-end qu'on étire jusqu'au mardi où on est vraiment là, au spa ou quelque chose comme ça. Ça pourrait les ramener. Détaché, ça pourrait faire une différence significative. Exemple personnel, c'est le genre de stratégie que je vais faire. Moi, je fais un 4 jours comme ça, là, puis je regarde ce qui se passe après. C'est comme un test. Puis surtout, j'ai habituellement prévu là, dans les 12 semaines prochaines une vraie vacance. Fait qu'après ça, après ces 4 jours-là, c'est de dire, je suis capable de tenir jusqu'à mes vacances. Je suis capable de tenir jusqu'à Noël, je suis capable de tenir ou ça n'a vraiment pas de sens, je suis vraiment aussi fatigué. Puis habituellement, la réponse va être importante. De dire, si je suis pas capable de tenir jusqu'à mes prochaines vacances, peut-être c'est le temps d'intervenir d'une façon un petit peu plus importante, soit par plus de journées de congé, soit en allant chercher un coup de main. Mais l'idée du surmenage, qui est essentiellement de se dire, je dois me reposer, dormir le plus possible pendant un certain nombre de jours, puis ensuite, je devrais voir une différence, versus, je fais ça, il n'y a pas de différence. Oui, c'est ça. Ou minime, là, où ça revient dès qu'on retourne. Je reviens au travail, puis le lendemain, j'ai encore l'alarme à l'œil, je me cache dans les toilettes pour pleurer. Donc, chacun de ces éléments-là, ça, c'est des choses qui trompent pas. D'ailleurs, le fait de pleurer au travail, habituellement, là, je sais qu'il y a eu un mouvement dans les médias là, qui disait que c'était normal de pleurer au travail, puis qu'on pouvait pleurer au travail. Le point de vue du psychologue du travail, c'est que non, on pleure pas au travail. Là. Dans le sens que c'est pas mauvais de le faire, mais c'est pas supposé arriver. C'est correct de vivre ses émotions. C'est ça, exact. On n'est pas supposé de pleurer au travail pour le travail. Là. Il n'y a pas de cas ou d'aller me cacher dans les toilettes pour pleurer, ou quand je suis en train de parler de mes tâches avec une collègue de travail, je commence à être émotif, puis je commence à pleurer en parlant du travail. Il n'y a pas de cas où ça va bien. Là. OK, je comprends. Dans le sens qu'il y a un problème. Il y a un problème. S'il y a ça, il y a un problème. On ne doit pas normaliser ça. C'est ça. C'est pas normal de pleurer dans un contexte de travail. Je comprends. Il se passe quelque chose. Puis ça, je pense que c'est un élément important parce que sinon, on est en train de normaliser un drapeau rouge clair où l'intervention est importante. Oui, clairement. Puis à ce moment-là, moi, individuellement, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Bon, j'ai fait mon test de 4-5 jours, relax, dans le bois, je reviens, les mêmes symptômes. Individuellement, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je parle à mon employeur? Est-ce que je mets des stratégies individuelles sans aviser personne?
Le premier élément, dans une situation comme ça, je pense qu'on est rendu à la consultation. Donc, j'essaie de me trouver un professionnel qui va me donner un coup de main sur c'est quoi la bonne démarche à suivre, au moins pour comprendre ce qui se passe, comprendre le phénomène, commencer à intervenir adéquatement dans mon milieu de travail sur la partie sur laquelle moi j'ai du contrôle. Donc, est-ce que ça peut être les heures de travail qui sont faites? Est-ce que ça peut être les différents mandats que j'ai? Est-ce que ça peut être aussi un élément qui est beaucoup travaillé avec les psychologues, bien sûr, c'est ma perception puis mes croyances. Oui, ben c'est les cognitions en lien Exactement. avec ça. Comment est-ce que j'approche le travail? Comment est-ce que je considère ce travail-là? L'importance que je donne au travail, l'investissement que j'ai par rapport à ce travail-là, puis apprendre tranquillement à voir les choses d'une façon différente, peut-être une façon plus saine pour certaines personnes. Identifier, faire une bonne évaluation, puis identifier exactement c'est quoi les éléments sur lesquels je peux travailler. On parlait d'affirmation de soi un peu plus tôt. Donc, est-ce que j'ai de la difficulté à mettre mes limites, à dire non? Puis parfois, on dit dire non, mais c'est juste de dire que ça me convient pas puis que j'en ai trop. Puis sans nécessairement l'avoir fait, puis ou peut-être qu'on aurait une très bonne réception du chef d'équipe, du patron, qui lui-même peut être souvent fatigué, mais on ne le teste même pas, on n'essaie même pas. Donc, l'affirmation de soi, ça ne veut pas nécessairement dire je mets ma limite, puis je dis « wow ». Ça veut juste dire s'asseoir avec son patron puis dire « Hey, écoute, moi, en ce moment, là, j'y arrive pas, là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment besoin d'un coup de main. » Puis la plupart des gestionnaires dans les équipes, c'est des compétences qu'on s'attend du gestionnaire. La plupart des gestionnaires vont nous épauler à ce moment-là, puis ils vont nous dire, regarde, OK, parfait, ben, on réorganise des choses. Donc, la communication devient extrêmement importante dans ces situations-là. Donc, de comprendre ce qui se passe, de comprendre où est-ce que je peux intervenir, déjà va ramener un sentiment de contrôle. Qui peut réduire l'expérience de stress, la réponse de stress. Exactement, qui peut réduire la réponse de stress. On se rappelle, on parlait tout à l'heure de Sonia Lupien, on se rappelle du ciné de Sonia Lupien qui est extrêmement important. Donc, dans les situations de stress, les ingrédients du stress, c'est quoi? C'est le contrôle. J'ai pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation pour atteindre mes objectifs. L'imprévisibilité, donc quelque chose d'imprévisible qui ressort, la nouveauté, donc quelque chose de nouveau dans la situation, ou bien l'ego, donc l'image que j'ai, mon image professionnelle, mon image personnelle dans la situation qui peut être atteinte, qui est menacée. Donc, en me redonnant un certain contrôle, la compréhension, comprendre mon environnement, c'est de me donner du contrôle. Donc, de comprendre qu'est-ce que je fais, sur quoi est-ce que je peux intervenir, déjà va neutraliser une partie du stress. Parce qu'une grosse partie du travail, lorsqu'on fait de la gestion du stress, c'est beaucoup d'amener les gens à décortiquer des situations, puis de comprendre justement, qu'est-ce que je peux faire pour mieux contrôler? Est-ce qu'il y a une problématique au niveau du contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, la menace à l'ego, pour pouvoir intervenir dans mon environnement, sur la source du stress, puis essayer de neutraliser les différents éléments stressants. Donc, ça va faire partie des compétences. Donc, en comprenant mieux ce qui m'amène vers l'épuisement, les différents facteurs, planifier l'intervention va être une première étape importante. De la même façon, si mon niveau d'épuisement est trop élevé, si j'ai de la difficulté à fonctionner, soit cognitivement, soit au quotidien, il y a des gens qui sont littéralement plus capables de rentrer travailler. À ce moment-là, on va aller vers un arrêt de travail. Puis quand l'arrêt de travail, quand il y a un arrêt de travail, il faut absolument un psychologue dans le dossier. Ça, moi, je suis catégorique sur ça. J'ai trop vu de cas qui arrivent après 2 épuisements, 3 épuisements, et puis qui n'ont pas vu de psychologue, où on est resté 1 mois, puis on est retourné, puis on est reparti, tout ça. On n'a pas fait le travail de fond pour régler les choses. Exact. Le temps a fait que les gens étaient assez mieux pour tourner, mais on n'a pas travaillé pour qu'on évite la récidive. Où il y avait tellement de culpabilité que la personne retournait. Ça, c'est une autre affaire, ou de la pression d'employeur. Exact. Quand on est rendu là, puis qu'on est en traitement, ça peut nous amener à parler des différentes approches de traitement. Bon, assurément, en psychothérapie avec le psychologue, qui est un intervenant de choix dans le dossier. Médication, pas de médication. Là, si je comprends bien,
le burn-out en soi, c'est vraiment l'épuisement émotionnel, mais l'anxiété a un rôle là-dedans. Ouais. Des fois, les gens peuvent avoir de l'humeur dépressive. Ouais. Est-ce que je dois en déduire que la médication est juste utile si il y a un débalancement chimique trop grand pour que les gens puissent faire le travail de fond en psychothérapie? Quand est-ce qu'on va vouloir recommander ça? J'ai tendance à être assez... je pense que la réponse est vraiment individuelle. Ouais, OK. Donc, dépendamment des cas, dépendamment des situations, dépendamment de notre façon de travailler, il y a des éléments qui sont très, très clairs. Moi, j'ai tendance à toujours commencer par la psychothérapie. Et puis, en psychothérapie, habituellement, on va voir assez rapidement est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Lorsqu'on est rendu un peu trop loin dans l'épuisement, un peu trop loin dans les symptômes, particulièrement les symptômes dépressifs, parfois les symptômes anxieux aussi, il y a un moment où on peut se dire, oh, OK, non, ça fonctionne pas notre affaire, là. Ça fonctionne pas notre affaire. On a de la difficulté à voir les choses d'une façon différente, à remettre en question nos croyances, nos façons de voir les choses, à mettre en place les différents exercices, à ressortir de certains des symptômes. Et puis à ce moment-là, on va avoir recours, oui, à la médication. Habituellement, au niveau, c'est plus des antidépresseurs, là, des inhibiteurs de recapture de sérotonine. Exact. C'est plus là que ça va se positionner. Toujours, bien sûr, un médecin qui va faire l'évaluation puis qui va aller vers ces médications-là. Donc, à ce moment-là, on a besoin, en effet, de professionnels qui donnent un coup de main sur ça. Mais c'est quand même assez clair habituellement. Là, quand on sent là, qu'on a besoin de cette modalité thérapeutique-là, à ce moment-là, on va se tourner vers ça. Puis, il y a des cas où oui, il y a des cas où non. C'est ce que je dis toujours aux clients. On verra, mais habituellement, quand on en a besoin, c'est quand même assez clair. Fait que c'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça, là, de façon automatique ou à tout vent, où on dit les médicaments ci, les médicaments ça. Les médicaments ont une fonction. La littérature sur la psychothérapie, elle est assez claire sur l'efficacité de la psychothérapie. Elle est assez claire aussi sur l'efficacité de la médication en tant que telle. On sait qu'il y a des moments où la combinaison des deux va donner une meilleure efficacité. On sait que, de façon générale, la psychothérapie est plus efficace et a une meilleure et plus efficace à plus long terme également, plus durable que la médication en tant que telle. Seule, tu parles? Exactement, que la médication seule. Exactement. Donc, avec tous ces éléments-là, on va prendre les meilleurs moyens pour aider le client à aller de mieux. Puis parfois, ça implique la médication, parfois non. Parce qu'en fait, la médication, si elle est utilisée, intervient pas sur la cause, elle intervient à, disons, rééquilibrer l'aspect chimique du cerveau pour permettre à la psychothérapie de faire le travail de fond sur les causes. Donc, les cognitions erronées, les fausses croyances, les stratégies d'adaptation, stratégies en lien avec le travail. Exact. Fait qu'il faut faire ce travail de fond-là. Exact. Et on peut s'attendre à combien de temps? Quand on est rendu au point de l'arrêt de travail, puis évidemment, il doit y avoir une certaine échelle subjective de sévérité de l'épuisement ou je ne sais pas trop, mais quand les gens sont rendus à l'arrêt de travail, en moyenne, cliniquement, tu observes que ça prend combien de temps? C'est tellement difficile, variable, cette question-là, c'est tellement variable. Puis bien sûr, c'est la première question qu'on me pose. C'est la même question qu'on me pose avec leurs blessures. Combien de temps pour mon mal de dos? Exactement. Puis probablement que tu dois répondre, ça dépend des exercices, mais j'aurais tendance à répondre la même chose. Mais je peux te dire, si tu veux, ma réponse, puis peut-être je serais curieux d'avoir ta perspective ensuite dans ton travail à toi. Moi, ce que je leur dis, c'est que l'entité musculo-squelettique que tu as, la pathologie, voici le temps que ça prend pour régler, avec le nombre de séances en moyenne, mais voici les facteurs qui ont le plus de chances de te ralentir. Puis c'est là où j'introduis les facteurs psychosociaux, parce qu'on sait que, par exemple, quelqu'un qui a un épisode de mal de dos et qui a ce qu'on appelle de la catastrophisation, c'est plus long. Fait que là, je leur dis, si vous voulez pas être dans les plus lents, voici le petit plan de match en parallèle qu'on fait pour intervenir là-dessus. Fait qu'il y a peut-être des facteurs pronostiques comme ça dans ton métier, qui ralentissent les gens. Absolument, absolument. Il y a certains facteurs comme ça, mais je reviendrai quand même à l'idée plus large, parce que même au niveau musculo-squelettique, comme ce que tu me décris, moi, j'ai pas ça.
Fait que, OK, oui, je comprends. Ouais, c'est ça. j'ai pas cette base-là. Il n'y a pas de Il n'y a norme pas du claire. hard. Non, J'ai c'est pas ça. du plus hard comme ça qui dit, garde, c'est Ouais. temps, c'est temps. On a des clients où vraiment, comme c'est multifactoriel, C'est il ça. y a un niveau de complexité ou de facteurs plutôt, là, un nombre de facteurs qui est assez important. Fait que ce que Ouais. je dis de façon générale, c'est qu'une fois qu'on est rendu à l'arrêt de travail, habituellement, moi, je dis c'est 3 à 6 mois. Ouais. 3 à 6 mois, là, c'est réaliste. Est-ce que ça peut être moins? Peut-être, mais c'est extrêmement rare. Mhm. Peut-être que même c'est moins de 3 mois, c'est du grand surmenage ou quelque chose un petit peu de cette nature-là. Là, Si c'est un vrai où épuisement mon diagnostic, général, c'est ça. Où ça mon prend 3 mois. diagnostic était peut-être un peu Ouais. mou. Puis c'est très bien, c'est correct qu'on va retourner la personne au travail, bien sûr. Et puis plus de 6 mois aussi, c'est possible. Il y a un certain nombre de cas où ça s'est accumulé, là, des gens là, qui, particulièrement du perfectionnisme professionnel, qui ont accumulé ça sur longtemps. Là, il y a des gens qui sont capables de tenir en épuisement dans leur milieu de travail là, pendant 2, 3, 4 ans. Là, Ouais. quand ils arrivent, ils sont sur les rotules, comme je dis en bon québécois. Et puis eux, parfois, ça va prendre plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, mais là, on parle peut-être d'un petit 10 %. C'est ça. C'est de pas la façon norme. générale, non. La norme, c'est 3 à 6 mois. Et c'est quoi les... est-ce qu'il y a des séquelles ou des conséquences à long terme? Le fait d'avoir vécu un épuisement, est-ce que c'est automatiquement un facteur de risque d'être plus susceptible d'en vivre un deuxième par rapport à la population normale, entre guillemets, qui n'en aurait pas vécu? Ouais. Puis si oui, qu'est-ce qui fait en sorte que... C'est quoi les facteurs de risque que ça récidive, justement, en général? Lorsqu'il y a une consultation, on est dans 2 mondes complètement différents. Donc, à partir du moment où il y a une consultation avec un psychologue, que des facteurs ont été adressés, qu'il y a des changements comportementaux clairs qui ont été faits, c'est sûr qu'à ce moment-là, le risque de récidive est très bas. Si on a bien fait le travail de Si on a bien fait chose, le travail, exactement. Si on a bien fait le travail. Par contre, si on a réussi à retourner avec, entre autres, de la médication, que de la médication, pas de consultation, pas vraiment de changement, où on a fait ce que parfois certaines personnes vont faire, vont éviter, vont se sauver d'un environnement qui, certes, il y avait peut-être des composantes un peu toxiques, mais plutôt que de retourner dans l'environnement puis de s'assurer que des choses que finalement qu'on fait un vrai retour au travail, vont dans un autre environnement, reproduisent un petit peu les mêmes patrons, ben c'est sûr qu'il va y avoir à ce moment-là un risque de récidive qui est plus grand. Mais à partir du moment où, durant ces 3 à 6 mois-là, on a compris la mécanique de l'épuisement professionnel, on a compris qu'est-ce qui, pour nous, est plus dangereux, c'est quoi les comportements à changer, où est-ce que j'ai à améliorer certains éléments, qu'on a compris aussi les différents facteurs organisationnels, c'est quoi l'apport que moi j'ai dans ces facteurs organisationnels-là, c'est quoi le contrôle que je peux avoir sur certains de ces facteurs organisationnels-là. Puis si jamais je suis dans une organisation qui est objectivement toxique, bien à ce moment-là, d'être capable de lever le flag, puis d'appeler mon chasseur de tête, puis lui dire, bon, ben il est temps de changer de place, donc de bouger, puis de changer de travail. Ça prend du courage, des fois, mais ça pourrait être nécessaire d'être rendu Ça prend du courage, exactement. Ça pourrait être nécessaire, puis d'apprendre justement qu'il y a des moments où ça vaut plus la peine. Donc, développer ces différentes compétences-là, travailler notre perfectionnisme pour ramener ça à un perfectionnisme qui est plus sain, introduire dans notre vie des modes de la récupération durable, avoir toutes ces différentes stratégies-là qui sont en place. Ben c'est sûr qu'après ça, l'épuisement, il va être, un deuxième épuisement, troisième épuisement, ça va être assez rare. Puis si je regarde de façon plus anecdotique chez mes clients, ben souvent, à partir du moment où il y a un drapeau rouge qui se lève, c'est sûr que, oups, s'il y en a un qui revient après 3 ans, on fait 2, 3 rencontres, 4 rencontres, ça on réactive les principes. C'est ça, exactement. Puis après ça, on est reparti. Mais même principe pour les gens qui ont des récidives sur leurs blessures. Voilà. Je leur dis, si ça t'a pris 3 à 6 mois à récupérer ton premier mal de dos, la prochaine fois, je te garantis, ça va te prendre beaucoup moins de temps parce que tu sais exactement quoi faire. Tu n'es plus inquiet, il n'y a pas la catastrophisation. Exactement. Exact. C'est exactement ça. Donc, fait d'où les bénéfices, parce que la psychothérapie, c'est pas juste sur le moment, c'est l'impact que ça va avoir sur toute la suite de ta carrière après. Puis,
parce que tu comprends ce que tu dois faire, parce que tu comprends les différents mécanismes, parce que tu comprends ta façon de voir les choses, les pièges dans lesquels tu peux tomber. Tu parlais de catastrophisation tout à l'heure en physio. C'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Exact. Puis des distorsions cognitives, donc des erreurs qui sont présentes dans notre traitement de l'information. Puis dans l'épuisement professionnel, il y en a beaucoup, des distorsions cognitives. Donc, dans la douleur chronique aussi. Oui, absolument. Je te dirais. Absolument. Donc, c'est des éléments qu'on doit travailler. Puis ensuite, c'est sûr qu'une fois qu'on a travaillé ces éléments-là, qu'on les connaît bien, qu'on sait quelles croyances vont avoir tendance à les activer, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut retravailler ça dans 1 an, dans 2 ans, puis dans 3 ans, là, pour s'assurer de ne pas retomber. Un des derniers points pour conclure que je voudrais avoir ton avis là-dessus. Clairement, la psychothérapie, ça nécessite un travail actif, ça nécessite de vouloir s'aider, ça nécessite d'être vulnérable, d'accepter qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on pense qui sont erronées. Tu parlais d'entrée de jeu que dans tes études, tu t'es aussi intéressé à tout l'enjeu des pathologies de la personnalité, des troubles de la personnalité en lien avec ça. La première chose à laquelle je pense, c'est que les gens qui ont, disons, des personnalités un peu plus proches de ce qu'on pourrait considérer comme un trouble de la personnalité ou des traits de personnalité peu flexibles, que ça pourrait représenter un énorme défi de s'investir parfaitement dans une thérapie comme ça, ou est-ce que c'est une partie de la population chez qui on a plus de misère à aider ou d'avoir un succès avec la psychothérapie? C'est probablement là que mon espèce de double chapeau que je présentais en début de rencontre, de dire j'ai ma maîtrise en traitement des troubles de personnalité puis le doctorat en épuisement professionnel. Ça te sert. Ça me sert. Ouais. Ça me sert vraiment. Donc, souvent, mes collègues me connaissent, savent que des cas qui sont un petit peu plus difficiles ou certains troubles de personnalité qui vont être problématiques au travail ou qui vont amener plus d'épuisement professionnel, ils savent que moi, je suis assez à l'aise avec ces différentes problématiques-là. Puis c'est sûr qu'avec une problématique comme ça, comme tu le soulignais très bien, la suite, c'est quoi? C'est que peut-être on parlait de 3 à 6 mois il y a quelques minutes, là. Puis je disais que parfois, ça peut prendre 1 an ou un peu plus. On est peut-être dans le double. C'est ceux qui sont dans l'année, là, c'est probablement là. Ou des personnalités, par exemple, ou des troubles de personnalité ou des traits de personnalité où on n'a pas le trouble complet, mais on est un peu sur la limite. On est encore fonctionnel, mais ça a quand même un impact sur nous. C'est sûr qu'au niveau de ce qu'on appelle la personnalité obsessive-compulsive, donc où on est très, très rigide sur l'ordre, les façons de faire, le perfectionnisme qui va s'immiscer un peu dans ça, le surtravail, les éléments en lien avec un fait l'élément de travailler beaucoup et longtemps. Ça, souvent, c'est un élément qui va revenir. Des personnalités un peu plus narcissiques aussi dans certains contextes. Encore là, sans empathie, ça va être plus difficile, puis on va avoir de la difficulté à bien fonctionner dans le milieu du travail. Personnalité aussi histrionique, gestion des émotions peut être problématique aussi dans certains moments. Donc, oui, ces différents éléments-là de personnalité vont devoir être nommés et puis être travaillé. Puis ça va bien sûr participer. Puis dans le cadre de ce que nous on fait, c'est sûr que ça devient extrêmement important de pouvoir travailler ces éléments-là pour s'assurer qu'il y a un changement à plus long terme. Mais dans toutes les problématiques de personnalité, bien connaître ces différents éléments-là est important pour la suite des choses. Puis tout ça se fait, puis ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu. J'espère que les gens vont se rendre à la fin du podcast pour que ce soit... Oui, je suis sûr. Tout ce que j'ai décrit, moi, je suis d'approche cognitivo-comportementale. Donc, on se base sur les données probantes, donc sur les données de la recherche. Puis moi, ce que je dis toujours à mes clients à la première rencontre, c'est que moi, mon rôle, comment je perçois mon rôle, c'est que moi, je me perçois comme l'expert de la psychologie scientifique. Puis mon client, c'est l'expert de la psychologie pratique. Puis moi, mon rôle, c'est de lui dire, hey, en expérimentation, là, on a vu pour l'épuisement professionnel ce modèle-là chez 3000 personnes. Mais on a tout nettoyé ce qu'il y avait autour. On a nettoyé la personnalité, d'où il vient, puis tout ça. J'ai juste le modèle de gestion du travail. Est-ce que ce modèle-là s'applique à toi?
Et puis, si oui, bien à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce modèle-là pour t'aider toi, puis pour l'appliquer dans ta spécialité, ton expertise, qui est une personne en face de moi qui est autrement plus complexe Ouais. que juste Que le la petit moyenne modèle de qu'on a l'échantillon. exactement, Ouais. notre modèle de l'épuisement où tu fais ci, tu fais ça, 3-4 flèches. C'est ça. C'est pas ça la vie, c'est pas ça le client en face de moi. Donc, l'arrimage entre les données scientifiques et puis la vie du client, ben c'est vraiment ça c'est là qu'est mon rôle, vraiment une plus-value. Ouais. Fait qu'on est vraiment dans l'échange, dans le questionnement. Parfois, on va confronter certaines façons de voir les choses, certaines façons de fonctionner. On va discuter. Puis c'est pas dans toutes les approches qu'on a cette façon-là d'interagir. Donc moi, j'ai tendance, quand j'approche, quand je travaille, d'être assez direct, assez dans les données scientifiques, qu'est-ce qu'on peut faire, Mhm. recherche de solutions et puis tout ça. Puis, donc, c'est pas toutes les approches qui vont fonctionner de cette façon-là. Exactement. C'est pas tous les collègues, pardon, qui vont fonctionner de Avec cette la même façon-là. approche. Ouais, avec la même approche, oui. Fascinant tout ça. Peut-être on pourrait conclure en faisant juste un petit message clé. Je serais curieux de t'entendre. Si tu avais un ou deux messages clés à l'intention des gens qui sont plus en position de gestion, Ouais. les patrons d'organisation, gestionnaires à tous les niveaux, en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce serait quoi un ou deux points clés que tu aimerais que ces personnes-là retiennent en lien avec l'épuisement? Le point le plus important, c'est vraiment que l'épuisement professionnel, c'est vraiment l'affaire de tous. Mhm. On a tout à l'heure nommé les infirmières comme étant une population qui est très, très ciblée par l'épuisement professionnel, qui vit beaucoup d'épuisement professionnel. L'autre population, c'est les entrepreneurs et le principe que plus on va haut dans notre chaîne décisionnelle, plus on augmente le risque d'épuisement professionnel. Fait que la personne qui est le plus à risque d'épuisement professionnel, c'est souvent le président. Celui à qui on parle en ce moment. Celui à qui on parle en ce moment. Donc, ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est que ce qui est très important, comme je le disais un peu plus tôt, on est tous à risque d'épuisement professionnel. Donc, prendre soin de nous, avoir une certaine structure, mettre en place ces différentes stratégies-là est extrêmement important pour tous. Ouais. Puis, et puis de là, ben, c'est sûr que c'est pour tous. C'est important d'avoir une réflexion ensemble là-dessus. Là. Puis du côté employé ou travailleur autonome, des gens qui ne sont pas nécessairement en position d'autorité, de gestion, moi, clairement, l'élément que je retiens de la conversation, c'est connaissez vos drapeaux et apprenez à les reconnaître. Toi, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent, qui aient vécu ou non un épuisement? L'épuisement, c'est pas un signe de faiblesse. C'est pas parce que je suis plus vulnérable, c'est pas parce que je suis le plus faible de l'équipe. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un gros mythe à défaire. Oui, c'est un gros mythe à défaire, particulièrement chez les hommes, particulièrement dans des populations qui sont encore difficiles à aller chercher. Des gens là, qui sont épuisés sur les chantiers de construction, il y en a plein. Des policiers, ils ont 50 raisons d'être épuisés, des policiers. Même chose avec les pompiers. Il y a beaucoup il y a beaucoup de professions comme ça, masculines, où on a l'impression que c'est une faiblesse, alors que ça n'en est pas une. Au contraire, de prendre soin de nous fait partie de récupérer, ça fait partie d'une bonne gestion du travail. Donc, cette idée-là de dire que, encore là, on est tous à risque, ce n'est pas une faiblesse, on doit prendre soin de nous, comme on prend soin de nos muscles, on prend soin de notre cœur, on prend soin de notre teint, de notre coiffure. Il faut prendre soin de notre cerveau. On prend soin de notre véhicule, de notre voiture, il faut prendre soin de notre cerveau. Ouais. Très bon point, bon message clé. Merci beaucoup pour la super belle discussion. Puis, écoute, je crois vraiment que ça s'inscrit dans une suite de différents épisodes sur différents sujets. J'ai déjà parlé du stress, j'ai déjà parlé de la motivation au travail, de la psychologie de la motivation. Fait qu'il y a beaucoup de liens à faire entre tout ça. Fait que je suis sûr que les gens vont avoir grandement apprécié. Merci encore. Ça m'a fait très plaisir.